je me suis retrouvée à vivre ce qu'on appelle une expérience hors du corps. Je me suis retrouvée à flotter au-dessus de moi-même. J'avais vécu des choses que la science ne peut pas expliquer et qui me faisaient dire la conscience, dans cet état, a accès à des informations qui ne peuvent pas relever uniquement de la matière. On peut aussi aller dans d'autres plans, comme les plans par exemple où vivent des personnes décédées. Moi, j'ai rencontré des êtres. Et ce qui a été le plus fascinant dans ces rencontres, c'est que ces êtres-là, pour moi, ont été les êtres les plus évolués que j'ai rencontrés. Et j'ai acquis la certitude que ce qui nous attend après et ce qui m'attend après est fabuleux. J'ai l'impression que la réalité, c'est cette conscience qui s'exprime à travers différents niveaux. La matière, c'est une modalité d'expression de la conscience. Il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on accompagne les personnes en fin de vie et dont on accompagne les personnes avec des déficiences et les personnes autistes, parce qu'elles sont beaucoup plus présentes que ce qu'on imagine. J'arrive pas à croire que les choses n'ont pas de sens. J'ai tellement l'impression que l'univers est animé par une force aimante, par une force bienveillante, que je ne peux pas imaginer que la souffrance n'a pas de sens. On dit souvent que les grands paradigmes scientifiques ne changent pas lorsque les découvertes surviennent, mais lorsque la génération précédente disparaît, laissant sa place à une nouvelle vision du monde. Pour celles et ceux qui vivent des expériences extraordinaires ou qui simplement questionnent la réalité telle qu'elle nous est présentée, ce changement semble pourtant interminable. La science qui nous émerveille et nous apporte un confort incomparable refuse encore trop souvent de s'intéresser à ce qui constitue une partie essentielle de notre expérience, la conscience. Le corps, elle le connaît bien. La matière, elle nous fait croire qu'elle la connaît, gardant le consensus mou newtonien comme un matelas anti-choc contre la gifle que représenterait l'aveu de son ignorance au grand public. Pourtant, elle sait déjà que la matière n'est pas du tout ce que nous imaginons. Nous continuons malgré tout à faire comme si, à vivre dans un monde où l'on prétend que la matière est faite de petites billes compactes, alors que, comme le rappelle Federico Fagin, ingénieur italien et inventeur du premier microprocesseur commercial, et il n'est de loin et de très loin pas le seul, ce modèle est dépassé. Pour le citer approximativement de mémoire, les particules élémentaires ne sont pas des objets séparés flottant dans l'espace, mais des états quantiques d'un champ informationnel, des torsions du vide qui soutient l'univers. Il existe des frontières que l'on franchit sans savoir qu'elles étaient là, des frontières invisibles, sensibles, intérieures, et lorsqu'elles s'ouvrent, il n'est plus vraiment possible de revenir en arrière. Certaines personnes ne vivent cette ouverture qu'une fois dans leur vie, d'autres, plus rares, s'y engagent, comme sur un chemin, et il semble qu'elles soient aujourd'hui de plus en plus nombreuses à traverser ces états, ou à oser enfin en parler. Combinée à une éducation plus accessible que jamais, cette prise de parole annonce peut-être, dans les années à venir, une plus grande ouverture à ces phénomènes pour qu'ils soient enfin examinés avec sérieux. Notre invité explore ces territoires depuis des années, un espace où le corps n'est plus un centre mais une ancre, où la conscience semble mobile, autonome, peut-être même fondamentale. À travers ses expériences hors du corps, elle interroge la nature du réel, la mort, l'identité, la souffrance, mais aussi la possibilité que notre monde physique ne soit qu'une surface, un voile posé sur quelque chose de plus vaste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces expériences, mais aussi dans les questions philosophiques, scientifiques et spirituelles qu'elles soulèvent. Nous parlerons d'idéalisme, de la souffrance comme moteur de conscience, de la DMT peut-être, d'intelligence artificielle, de la structure du réel et de ce que tout cela change dans une vie humaine. Bienvenue Julie Eva. Merci pour l'accueil. De rien, ça fait plaisir de te voir ici et que tu aies fait tout le déplacement. Tu nous viens du sud. Oui, il fait beaucoup plus beau qu'ici. Carrément. Carrément. Alors, bien sûr, après cette peut-être un peu trop longue introduction, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu de ton parcours avant d'attaquer le vif du sujet ? J'ai beaucoup aimé ton introduction parce que vraiment tu décris des choses auxquelles je suis très en lien, enfin auxquelles je crois profondément. Et mon parcours, il est un peu hétéroclite. J'ai grandi dans un petit village, j'ai fait des études de philosophie, mais avant ça, j'ai fait sport-études. Ensuite, je suis partie dans le social, j'ai fait de l'humanitaire. Et voilà, et maintenant, je suis dans la conscience. Tu as fait de l'humanitaire, où ça ? En Indonésie. D'accord, tu étais dans quel type d'humanitaire ?
Alors, en fait, à l'origine, moi, je suis éducatrice spécialisée. Et j'ai fait un voyage en Asie parce que je voulais faire de l'humanitaire, mais je ne trouvais pas d'association qui me convenait. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de corruption. Et au fil de mon voyage en Asie, je voyais beaucoup d'enfants à la rue. Et quand je suis arrivée en Indonésie, j'ai fait une rencontre assez incroyable avec quelqu'un qui vivait dans la rue, qui avait aidé les enfants des rues, qui avait été lui-même enfant des rues. Une amitié s'est tissée et on a décidé de fonder une association ensemble. Donc, on a fondé une association, c'était en 2018, pour aider les enfants indonésiens, les enfants des rues. D'accord. Et ça continue ou ça... Oui, ça continue. Aujourd'hui, il y a toujours des enfants qui sont parrainés. Maintenant, il y a des équipes sur place qui gèrent. Moi, je gérais beaucoup au début. J'ai habité 1 an là-bas. Mais là, aujourd'hui, maintenant, il y a un centre où les enfants se rendent. Les enfants sont parrainés par des familles depuis plusieurs années. Donc, ça se passe bien. Et j'ai plus tellement besoin de gérer. Donc, je suis plutôt contente. Excellent, ouais. Bravo. J'ai aussi un petit peu travaillé dans l'humanitaire. Moi, c'était au Nicaragua, aussi dans le domaine de l'éducation. C'était les enfants drogués qui se droguent à la colle, souvent. En Indonésie aussi, Ah ben, voilà. Donc, tu connais le tableau. Ok, et puis ensuite, ton parcours plus académique, on va dire. Ouais. Mon parcours académique, c'est un master de philo. Enfin, j'ai fait des études de philosophie. Et à l'époque, c'était parce que je me posais 1000 questions existentielles. Et notamment, je me posais déjà des questions sur la matière, sur l'esprit. Okay. Donc, j'avais étudié ça. J'avais un professeur qui était un peu partisan du matérialisme. Et il m'avait donné du fil à retordre avec ses idées. Et j'avais décidé de faire un mémoire sur la relation entre l'esprit et la matière. Ok, parce que tu avais déjà un doute sur la position matérialiste. Oui, j'avais une intuition, j'avais des doutes, j'avais le sentiment que la réalité ne pouvait pas se réduire à ce qu'on en disait, enfin ce que la science classique en disait. Mais en même temps, je n'arrivais pas à trouver les arguments. Parce que à l'époque, quand moi j'étais... au lycée, ça a commencé. J'avais découvert des auteurs comme Alan Kardec, Neil Donald Walsh. Enfin, je voyais bien qu'il y avait des livres spirituels. Je voyais bien que certaines personnes disaient communiquer avec l'au-delà, l'existence des médiums, ce genre de choses. Mais en même temps, je trouvais que c'était pas forcément fondé. Et moi, j'avais besoin d'obtenir des éléments vérifiables et de voir vraiment est-ce que ça se tenait logiquement, rationnellement. Et donc, j'étais dans cette quête un peu philosophique et scientifique parce qu'il a fallu que j'en passe par que dit la science. Et donc, quand j'étais à la fac de philo, j'ai étudié la science classique, la physique quantique, l'épigénétique. J'ai fait presque un mémoire scientifique. En fait, mon prof de philo m'a dit mais c'est presque un mémoire de physique quantique ce que tu nous as fait. Et quand j'ai obtenu mes réponses, quand je me suis dit voilà, je sais à peu près où je me situe. J'ai laissé tomber, puis je suis partie sur l'étude de Bergson, qui a étudié aussi la conscience, un philosophe incroyable. Et c'est devenu... pendant 1 an, j'ai étudié Bergson, c'était absolument fabuleux. C'est ça qui t'a ouvert à l'idéalisme, à la notion. Complètement, parce que Bergson, je trouvais que c'était un philosophe fascinant parce qu'il s'intéressait à la science, il s'intéressait à l'évolutionnisme, à Darwin, etc., la théorie de l'évolution. Et il essayait vraiment d'aller dans l'expérience de manière empirique pour essayer de voir est-ce que la conscience a une existence ou est-ce que tout est matière comme le prétend la science classique. Mais il s'appuyait vraiment sur une méthodologie implacable avec des arguments hyper logiques. Et même Bergson a été l'un des premiers à dire, par exemple, chose qu'on répète beaucoup aujourd'hui, qu'une activité dans le cerveau corrélée à un état de conscience ne veut pas dire que le cerveau produit la conscience. Bergson l'a dit alors qu'on est à la fin en 1890, quelque chose comme ça. Donc il a été vachement en avance sur son époque. Il disait déjà ça à son époque à lui. Donc je trouvais ça incroyable, fascinant. Il a été visionnaire dans sa vision sur... il dit des choses qu'aujourd'hui on commence à explorer au niveau scientifique. Donc, je trouve ça impressionnant. Ouais. Et donc, tu travailles maintenant, tu es romancière aussi. Et au-delà de ça, quel autre travail où tu vis de tes romans ou... Alors, j'ai vécu de mes romans un certain temps. J'ai toujours pris des missions dans le travail social, comme je suis éducatrice spécialisée. Mais à un moment, j'ai vécu en van aménagé. Donc, je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Donc, l'écriture, comme j'ai écrit 5 polars,
Ça me permettait de vivre dans mon van aménagé. Mhm. Mais là, aujourd'hui, j'ai publié ce livre et je travaille sur d'autres projets, pour l'instant dans le domaine de l'art, de la création aussi. Ok, Pas d'accord. forcément littéraire, mais peut-être plus dans l'audiovisuel. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux nous en raconter plus ou pas encore? Pour l'instant, je ne peux pas encore en dire plus. D'accord. Alors, parle-nous déjà de ton livre, au-delà. Dis-nous comment est-ce que t'es venue l'idée d'écrire ce livre suite aux expériences que tu as faites. Et Ouais. parle-nous un petit peu du déclencheur. Comment ça s'est passé? Ouais. En fait, à l'origine, moi, j'écrivais de la fiction. J'écrivais des polars qui dénonçaient les violences faites aux enfants dans le monde. Ça a été mon dada pendant 10 ans. Je dis mon dada, mais c'est un peu glauque. Mais je vivais des expériences en tant qu'éducatrice spécialisée avec les enfants et je dénonçais un peu ce que je constatais sur le terrain à travers la fiction. Et un jour, alors que j'étais pas du tout préparée à vivre ça, je partais en vacances. Je me suis retrouvée à vivre ce qu'on appelle une expérience hors du corps. Donc j'étais allongée au petit matin sur un matelas et tout à coup j'ai senti, donc j'étais dans un entre-deux, j'arrivais pas, la nuit avait été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur du véhicule, il y avait une rave party avec des sons et j'avais très mal dormi. Et ce matin-là, j'ai senti mon corps qui s'est mis à vibrer, j'étais paralysée, tout s'est mis à vibrer. Comme s'il y avait d'abord des fourmis et ensuite plus des vibrations comme des vibrations d'un avion, comme si j'étais dans un avion. Et j'ai senti une chaleur remonter dans mon corps, un truc assez indescriptible comme du goudron chaud qui montait. Et quand cette masse chaude est arrivée dans mon crâne, là, je suis sortie de mon corps. Donc, je n'avais jamais vécu ça auparavant. J'en avais entendu parler une fois, mais c'est tout. Et je suis sortie de mon corps et j'ai senti que je sortais avec un autre corps et que je me suis retrouvée à flotter au-dessus de moi-même, dans un noir total au départ. Au départ, j'étais dans un silence absolu, dans le noir total, mais dans un sentiment de légèreté et de liberté que j'avais jamais ressenti. J'avais jamais ressenti ces sensations. C'était incroyable comme ressenti. Et en même temps, un peu angoissant parce que je me suis demandé si j'étais morte. J'ai senti que j'avais quitté mon corps. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je l'ai senti, mais je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis morte. D'abord, ça a été ma première pensée. Et ensuite, je voyais rien. J'ai voulu ouvrir les yeux en me disant, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai pensé à mes yeux, je suis revenue dans mon corps. J'ai senti que je me suis réimbriquée, comme si je me réimbriquais dans mon corps physique. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je viens de vivre un truc, je veux ressortir. Et je suis ressortie. Et là, cette deuxième fois, je voyais. Ma vision était... j'étais dans le véhicule, je voyais le ciel de toit du véhicule. Et je me suis tournée et je me suis vue en bas. J'ai vu ma silhouette. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'étais hors de mon corps. Et ça a été un choc. Ça a été un bouleversement. Je vivais vraiment l'expérience d'une manière hyper intense. Enfin, c'était comme là, maintenant, quand je te parle. C'était pas un rêve, je le vivais pas du tout. C'était pas du tout des sensations d'un rêve. Je pouvais penser, j'étais lucide, j'avais mes capacités de raisonnement. Les sensations étaient incroyables. Et quand je suis retournée dans mon corps, je suis revenue à mon corps et là, je me suis dit, bon, il est arrivé quelque chose, c'est quelque chose de dingue. Je dois absolument comprendre ce qui m'est arrivé. Donc ça, c'était la première expérience. Wow. Et après, comme je disais dans l'introduction, il y a des gens à qui ça arrive une fois, puis après, ça n'arrive jamais. Tu as essayé de provoquer à nouveau cet état. Ouais. Parce que tu voulais explorer. Tu t'es dit, ça peut pas... J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Oui, hein. Ouais. oui, c'est ça. Je voulais comprendre si c'était hallucinatoire. Est-ce que c'est mon cerveau qui a imaginé ça de toutes pièces, puisqu'on sait que, par exemple, quand on prend certaines drogues, on peut avoir des hallucinations dans certains états de fièvre, etc. Il y a des hallucinations qui existent. Donc, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, ton cerveau fatigué, il a débloqué, il était déréglé, il a créé quelque chose, il a créé une hallucination. Donc, j'ai acheté un livre sur le sujet, le manuel des sorties de corps d'Akena. Et alors déjà, c'était très intéressant parce que je me retrouvais dans ces descriptions, parce qu'elle décrivait cet état, l'état vibratoire, elle décrivait les vibrations que j'avais ressenties. J'avais entendu des sons assez intenses, comme des casseroles, des bruits stridents. Tout ça, je l'avais entendu. Donc déjà, je me suis reconnue dans le livre, donc j'ai trouvé ça un peu troublant, le fait que je me reconnaisse dans ce qu'elle écrivait. Et surtout, elle donnait une technique
pour sortir de son corps, et qui consistait juste à répéter « Cette nuit, je sors de mon corps ». Là, je me suis dit, je le fais pour voir. Et je me suis mise à répéter toute la journée. Cette nuit, je sors de mon corps. Sans grandes attentes, hein. Vraiment, j'y croyais pas trop. Mais bon, je suis un peu, je suis un peu aventurière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, allez, j'essaie. Et le soir même, la nuit même, rebelote. Grosse vibration. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe très intense. Et je sens que je commence à me décrocher. Et voilà, je suis expulsée une nouvelle fois hors de mon corps. Sauf que cette fois, je traverse la paroi. Je sens que je traverse la paroi du véhicule et je pars très loin. Ouais. Incroyable. Ouais, complètement dingue. Dire qu'il y a des tas de gens qui essayent, et moi le premier, et puis qui n'y arrivent jamais. Et il y en a qui y arrivent aussi. Oui. Il ne faut pas abandonner. D'accord. J'ai peut-être pas essayé assez longtemps. C'est vrai que j'ai pas accroché. Et ça me demandait le fait. D'ailleurs, selon les conseils d'Akena, je crois que j'avais lu le même bouquin. Il faut plutôt faire ça très tôt le matin. Et puis moi, je me rendormais à tous les coups. Ah oui. C'est quelque chose d'un peu difficile à tenir. Ça dépend des gens. Il y a une des techniques, c'est de se réveiller à 5h ou 6h du matin, quand on a assez dormi, mais qu'on est encore un petit peu fatigué. Ouais. Et souvent, dans cette zone-là, c'est un peu plus facile à déclencher. Ouais. Pour le rêve lucide aussi, d'ailleurs. Oui, pour le rêve lucide aussi, exactement. Que c'est une bonne technique de se lever à ce moment-là, puis de carrément, même se lever vraiment, à la limite, prendre un petit déj et se recoucher. Oui, tout à fait, mais j'avais lu ces techniques-là, mais je n'avais pas accroché assez fort, j'imagine. Et donc, tu as commencé à découvrir et puis à pouvoir améliorer des techniques propres, mais aussi à prendre conseil d'autres personnes au travers de livres, mais aussi de personnes que tu rencontrais. Comment tu as rencontré les autres personnes qui ont découvert ces capacités-là ? Ma première interrogation, celle qui compte, qui perdurait malgré, parce que les expériences se sont reproduites 1 fois, 2 fois, 3 fois, toutes les semaines, pendant des années, enfin 2 ans en tout cas, de manière répétitive. Même quand tu ne le voulais pas, à la limite ? Même quand je ne voulais pas. En fait, j'avais l'impression d'avoir, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais l'impression d'avoir enclenché, mis le bouton on sur un truc qui faisait que je sortais de mon corps, que je le veuille ou non. C'est ce qu'on a écrit sur la couverture du livre. Ça se déclenchait 2 fois, 3 fois par semaine, même quand je ne cherchais plus à le déclencher. Ouais. Et au début, c'était hyper déstabilisant parce qu'il y a des fois, je n'avais pas envie de le vivre. Parce que c'était très intense, je ne maîtrisais rien. Et en même temps, j'avais cette obsession de comprendre ce qui m'arrivait, de me demander si c'était mon cerveau, justement, qui était en train de débloquer. Donc, j'ai commencé à chercher des infos. J'ai commencé à chercher des infos, à aller sur Internet, à chercher d'autres personnes qui pouvaient être concernées. Et j'ai réalisé sur Internet qu'on était des milliers de personnes à vivre ce phénomène, ou à l'avoir vécu en tout cas au moins une fois. J'ai découvert aussi que ce phénomène, la décorporation, se rencontrait lors des expériences de mort imminente, qui est un autre phénomène annexe, mais que quand les gens vivaient des accidents, des arrêts cardiaques... ils vivaient ce genre de phénomène aussi. Donc, j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas toute seule. Donc ça a été génial. Je me suis sentie moins folle, pour le coup. J'étais un petit peu soulagée. Et ensuite, j'ai aussi découvert que dans cet état, on pouvait obtenir des vérifications que ce ne sont pas des hallucinations. Des vérifications objectives. C'est-à-dire qu'on pouvait, et que les expérienceurs essayaient, que c'est même conseillé de le faire, que c'était sain de le faire, essayer de sortir de son corps et d'aller chercher des informations qui ne sont pas contenues dans le cerveau. Par exemple, aller visiter un lieu qu'on ne connaît pas, essayer d'aller identifier un objet caché quelque part, que quelqu'un nous cache dans un carton, etc., pour obtenir une preuve que ce n'est pas un phénomène purement hallucinatoire, intrapsychique, mais que c'est quelque chose de réel et que la conscience, effectivement, sort du corps pour aller visiter d'autres lieux. Donc, j'ai commencé à essayer. Je me suis lancée dans cette démarche pour essayer d'obtenir une preuve que ce que je vivais était bel et bien réel. Et ça a duré quasiment 2 ans. Et je crois que tu as eu ta première preuve, en tout cas personnelle, pas au niveau d'un laboratoire ou autre, mais que tu as découvert la montagne Sainte-Victoire et que tu as pu la voir le lendemain, c'est ça ? Ouais, ça c'était, je dirais, la première preuve, on va dire...
logique, dans le sens où je vois un lieu que je connais pas. Et tout à coup, je réalise que ce lieu, il est juste à côté de mon van. Ce moment-là a été fascinant. Ouais, peut-être tu racontes un petit peu l'anecdote depuis le début. Oui, la montagne Sainte-Victoire, c'est... En fait, si je te dis ça, c'est parce que j'avais déjà obtenu d'autres types de preuves avant. D'accord. D'autres éléments troublants que la science ne pourrait pas expliquer. Par exemple, des sorties du corps où je voyais le futur. Donc j'avais déjà vécu des choses complètement... qui peuvent sembler irrationnelles, mais qui ne le sont pas en fait. Mais j'avais vécu des choses que la science ne peut pas expliquer et qui me faisaient dire la conscience, dans cet état, a accès à des informations qui ne peuvent pas relever uniquement de la matière. Qu'est-ce que tu as vu dans le futur, par exemple ? Comme je le raconte dans le livre, c'était par exemple, je cherchais un terrain pour mon van et donc je visitais des terrains. Et un jour, je fais une sortie de corps, je ne sais plus quel objectif je m'étais fixé. Et lors de cette sortie de corps, je tombe sur un chien noir d'une certaine race que je n'arrivais pas à qualifier. Mais quand je suis revenue dans mon corps, j'ai dit « Mais c'est bizarre, ce chien ». J'ai rencontré ce chien, et puis ce chien est venu sur moi, il m'a sauté dessus dans la sortie de corps. Ça ressemblait à un labrador, mais en même temps, ça ressemblait à un staff. Bref, mais je ne sais pas pourquoi ce chien m'intriguait. Et dans la journée, je devais visiter un terrain d'une annonce trouvée sur Le Bon Coin. Et la propriétaire me dit « Bon, je suis désolée, je dois emmener mon chien chez le vétérinaire, je ne peux pas vous rencontrer. » Bon, ok. Je la rencontre le lendemain, c'est pas grave. Et quand j'arrive sur son terrain, elle ouvre sa voiture et là, il y a ce chien qui sort. Mais le même. C'est le même chien qui me voit en plus et il me saute dessus, exactement comme dans mon expérience hors du corps. Et j'étais complètement sidérée, en fait. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Je l'ai déjà vu. Ça paraît anecdotique, mais en fait, je lui ai demandé quelle est la race de ce chien. Elle me dit, c'est un croisement entre un staff et un labrador. Un croisement entre un staff et un labrador noir. Ça paraît anecdotique, mais si on essaye de faire des statistiques pour savoir quelle est la probabilité pour que je croise un tel chien le jour suivant mon expérience hors du corps, c'est infime. Donc, il y a eu des expériences comme ça, où j'ai vu des objets appartenant au passé aussi. Donc, ça me mettait sur une piste de « il y a quelque chose ». Il y a quelque chose. Mais la Sainte-Victoire, ça a été une libération intérieure parce que je me suis garée de nuit sur un parking avec mon van. Et au petit matin, je fais une sortie de corps. Et lors de cette sortie de corps, je me retrouve face à une montagne incroyable qui ressemble à une muraille. Je vois le haut de la montagne comme s'il y avait de la neige dessus, un peu blanc, comme s'il y avait de la neige. Et j'ai jamais vu cette montagne. Elle est massive, elle est magnifique. Je comprends pas ce que c'est que ce lieu. Je reviens dans mon corps. Bon, je déjeune et puis je reprends la route. Et en fait, j'étais garée derrière un genre de bosquet. Et je sais pas, 200 mètres plus loin, j'arrive à un point de vue où je vois exactement la même montagne, sous cet angle de vue, exactement celle-là. Avec, pareil, le blanc au-dessus, la roche blanche au-dessus, qui est en fait du calcaire. Dans mon expérience hors du corps, j'ai cru que c'était de la neige, ce qui était complètement incohérent parce que c'était pas une saison pour la neige. Et en fait, la Sainte-Victoire ressemble à une montagne enneigée à cause de la roche calcaire au-dessus. Mais je la vois et c'était exactement la même. Et là, ça m'a fait le déclic de me dire « Ok, cette montagne, tu l'as jamais vue. Tu savais pas que tu étais garé à côté. Tu n'as jamais pris cette route. Tu l'as vue en sortir du corps. » Donc, ça veut bien dire que tu es sorti de ton corps, ou en tout cas que ta conscience a accédé à quelque chose qui n'était pas dans ton cerveau. Et j'ai cherché des hypothèses alternatives. Je me suis dit, mais est-ce que tu aurais vu cette sortie de corps dans cette montagne, et tu l'aurais vue dans un reportage télé, mais comment tu savais à ce moment-là ? Ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais en fait, à ce moment-là, je suis arrivée de nuit, je ne savais même pas où j'étais, je me suis garée à l'arrache. Je ne savais pas qu'elle était à 200 mètres de ce lieu-là, je ne savais pas qu'elle était sous cet angle-là. Enfin, ça serait tiré par les cheveux de me dire que mon cerveau, il a reconstitué un truc d'une émission télévisée qu'il aurait vu je ne sais pas quand et qu'il aurait calculé mon emplacement. Enfin, je ne pense pas avoir je pense pas que mon cerveau soit capable de ça. Donc pour moi, c'était ma preuve. Et ça n'était que le début d'une série de preuves que j'ai obtenues. Et dont on va encore parler. Mais avec
tous ces gens, d'ailleurs, je n'arrête pas de dire grâce aux réseaux sociaux, mais je vais le dire encore une nouvelle fois, tu as pu découvrir grâce aux réseaux sociaux tous les gens qui vivent des états comme ceux que tu peux vivre, qui font des sorties hors du corps et qui partagent grâce à des groupes et autres, et tu peux les rencontrer. Il y a quelques années, c'était juste inimaginable, on gardait ça pour soi, on avait peur d'en parler, de peur d'être pris pour un fou, qu'on allait se moquer de nous, voire d'être amené à l'asile dans les cas les plus graves. Et donc, on gardait toujours ça pour soi. Et maintenant, il y a une ouverture de la parole avec ça. C'est quand même assez phénoménal. C'est un grand changement. Et on peut se dire que sur le nombre de personnes... Alors, moi, j'ai deux hypothèses là-dessus. Soit il y en a de plus en plus, ou soit la parole se libère et il y en avait autant avant. Mais s'il y en avait autant avant, il devait y en avoir parmi les scientifiques. Il devait y avoir des gens qui étaient déjà des psychiatres, des psychologues, des neurochirurgiens, des neuroscientifiques qui ont vécu des choses comme ça. Pourquoi ça ne titillait pas l'esprit scientifique de ces personnes de déjà chercher ? Ou alors, pour toi, il y a peut-être une explosion de ce genre de phénomène et qu'il y en a de plus en plus ? Franchement, j'en sais rien. Des rencontres que je fais actuellement, puisque je fais des salons avec des dédicaces, il y a quand même pas mal de gens qui viennent me voir, qui me disent « Moi, à 20 ans, j'ai vécu... » Des personnes à la retraite aujourd'hui. « Moi, à 20 ans, j'ai vécu une sortie de corps. Moi, à 30 ans, j'ai vécu des sorties de corps. » Donc, je crois qu'il y en a beaucoup. Mais les gens je pense pendant longtemps, les gens se sont censurés. Les gens n'ont pas osé en parler parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, déjà, à qui ils allaient en parler, ces personnes-là ? Est-ce qu'ils allaient en parler à leurs voisins, de peur d'être pris pour des fous ? Ou voilà, il n'y avait pas cette possibilité que nous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux de rester anonyme. Parce qu'aujourd'hui, sur les groupes que moi j'ai fréquentés, les personnes utilisent des pseudonymes. Les gens ne dévoilent pas forcément leur véritable identité. Ouais. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a des gens qui travaillent dans la police, qui vivent des sorties de corps. Il y a des chirurgiens, des psychologues. Mais ces personnes-là ont trouvé sur Internet un moyen de pouvoir échanger sans forcément se mettre en danger professionnellement ou de jeter le discrédit sur eux. Et je connais encore beaucoup de personnes qui n'osent pas témoigner parce qu'ils ont peur que professionnellement ça les affecte. Parce que ces expériences-là sont tellement marginalisées, on considère tellement les gens qui vivent ces expériences comme des illuminés, parce que ça ne rentre pas dans le paradigme actuel, qui est le paradigme matérialiste, que forcément les gens ont peur de passer pour des fous. Ouais. On peut imaginer d'ailleurs le neuroscientifique dans son labo dans les années 70-80 qui vit ça, qui n'a même pas envie d'en parler à son collègue parce qu'il a pas envie d'être considéré pris pour un fou. Totalement. Simplement. Et puis qu'il ne va même pas oser faire le premier pas parce qu'il n'y a pas la possibilité de connecter autrement. Donc on garde ça pour soi. Il faut du courage. Et dans mon livre, je parle d'un neuroscientifique qui sort de son corps et qui ose, et je le trouve extrêmement courageux, parce qu'il est dans un milieu, la neuroscience, c'est le milieu du matérialisme, où on explique les choses. Ça a plus depuis Christophe Corr. Ça commence à changer, heureusement, ça commence à changer. Mais par exemple, cet homme-là fait preuve d'un incroyable courage, ce scientifique-là fait preuve d'un incroyable courage en osant témoigner de ses expériences. Dire, je suis neuroscientifique et je sors de mon corps. Mais il y en a d'autres qui ont osé, comme Eben Alexander, qui a osé témoigner de son EMI. Donc la parole est en train de se délier, mais aussi parce qu'il y a une sorte d'élan collectif. On est de plus en plus nombreux à témoigner. Parmi ces personnes, on voit très bien qu'il y a de tous les secteurs, y compris des personnes qui ont fait de grandes études, y compris des personnes qui sont ingénieurs, comme Fabienne Raoul, des personnes qui sont issues de milieux jugés rationnels, sensés. Voilà. Donc, comme on est de plus en plus nombreux, je pense qu'il y a un effet de contamination positive qui fait que les gens osent témoigner. Oui, et puis du coup, on peut faire partie d'un groupe sans avoir à chercher trop, sans avoir à faire son coming out et puis avoir peur des réactions. On peut tout à coup entrer dans un groupe discrètement, en commençant à tâter le terrain, ce que tu as fait d'ailleurs. Ce que j'ai fait, ce que la plupart des gens font. Mais n'empêche que, par exemple, j'ai un ami dont je parle dans le livre, Kevin Linden. Lui, il a commencé à sortir de son corps à son adolescence. Il se sentait extrêmement seul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces groupes pour pouvoir échanger. Et il était dans une vraie souffrance parce que cette solitude le pesait. Et encore aujourd'hui, je reçois des messages de personnes
grâce à ce livre, qui vivent des expériences, pas forcément des expériences hors du corps, mais des expériences de conscience, des expériences hors normes, hors du commun, des expansions de conscience, des choses comme ça, ou de la médiumnité, et qui se sentent très seuls. Et heureusement, avec tous ces livres, avec tous ces groupes, ces réseaux, ces personnes-là peuvent trouver un soutien et surtout être rassurées sur leur propre folie. Parce que je crois vraiment que le premier réflexe en tant qu'être humain dans notre société, avec notre éducation qui est basée sur le paradigme matérialiste, on craint d'être fou. Et moi, la première, j'ai pensé à un moment, mais est-ce que je suis folle ? J'ai vraiment cru que peut-être que j'avais perdu la raison. Oui, bon, on voit comme la folie est définie par la société. Hein. Et il y a dans certaines sociétés certains traits de la schizophrénie qui sont considérés comme des talents de chamanisme. Oui, c'est vrai. Donc, ça questionne beaucoup après, le rapport qu'ont les autres cultures. Exactement. Ouais. Donc, du moment que ça commence à être inclus dans la culture et puis à accepter, du coup, ce sera plus considéré comme une déviance ou une Exactement. folie. Et c'est très bien que ça s'ouvre enfin et qu'on puisse enfin en parler de manière normale et décontractée. Parce que ça veut dire, pour moi, ces réseaux sociaux vont permettre une ouverture qui n'a jamais été possible avant, parce que c'était soit considéré comme le diable ou des choses à cacher par l'Église ou par les tenants du pouvoir à l'époque. Et ensuite, les tenants du pouvoir, ça a été la science et le matérialisme, et la science s'est construite sur le matérialisme. Et heureusement pour elle, ça lui a très bien réussi. Mais maintenant, il faut aussi passer à un autre niveau. Il faut développer plus. Et ça va permettre ce pas-là. Et on a l'impression qu'avec tous les gens que tu décris, que les différentes personnes qui ont fait ces expériences, que tu peux rencontrer, il y a des milliers de personnes qui font partie de ces groupes, on a l'impression que le matérialisme va bientôt rencontrer sa fin. Oui, c'est l'impression. Oui, et j'en suis persuadée. J'en suis persuadée que là, le nombre de données qui s'accumulent, le nombre de témoignages qui sont en train de s'exprimer partout, vont forcément, à un moment donné, interroger suffisamment les scientifiques pour qu'on questionne le paradigme matérialiste. Pour moi, c'est une évidence. Après, je vois quand même certains obstacles. C'est, par exemple, le manque de financement. Oui, les témoignages sont nombreux, mais ces témoignages-là, pour pouvoir être étudiés dans un cadre scientifique, il va falloir des financements. Bon, déjà, il faut des scientifiques intéressés. Heureusement, il y en a de plus en plus, mais il va falloir des financements pour ces scientifiques-là, pour mener ces études et pour arriver à objectiver le phénomène dans un cadre contrôlé. Puisqu'aujourd'hui, la science s'appuie sur des méthodes expérimentales et qu'on est presque obligé de passer par ces protocoles-là pour arriver à valider quelque chose qui doit être ensuite publié dans une étude. Donc il y a tout un processus à suivre et pour ça, il faut des financements. Ensuite, il faut aussi des personnes, on va dire, pour rassembler les gens, pour collecter les témoignages. Donc il y a des fondations qui existent, qui commencent à le faire. Par exemple, pour les expériences de mort imminente, ça se fait déjà depuis plusieurs décennies. Pour la sortie de corps, ça commence à peine. Nous, avec l'association qu'on a créée, parce qu'on est plusieurs à s'être rassemblés pour créer une association autour de la sortie du corps, on récolte des témoignages. Et le but, c'est de pouvoir récolter un maximum de témoignages pour ensuite avoir plus de poids auprès des scientifiques et pour leur dire, regardez, on a tant et tant de témoignages, les personnes disent vivre ça et ça, et il y a même des personnes qui sont prêtes à participer à des protocoles. Donc on a besoin de ce genre d'initiative. Donc on a besoin que les gens osent témoigner et qu'ils se rendent sur les plateformes pour témoigner aussi. Donc tout ça, c'est en marche. Mais je crois que on a encore besoin d'un petit élan pour faire avancer la science et pour que les expérienceurs s'allient les expérienceurs, c'est ceux qui vivent des expérienceurs du corps, s'allient à des scientifiques pour pouvoir mettre en place des protocoles, par exemple, ou faire des statistiques. Mais alors, quand on entend ça, moi j'entends aussi les gens qui sont de l'autre côté, les sceptiques. Et on en parlait juste avant en antenne, mais je connais un sceptique avec lequel je travaille et avec un autre youtubeur qui est Yannick Berger, qui a la chaîne Calreco, et puis avec Frédéric Balmont, qui est un philosophe sceptique transhumaniste. On est en train de faire un film, un documentaire sur ces questions-là. Et Frédéric Balmont, lui, a lancé un protocole de recherche pour les sorties hors du corps. Et il dit que c'est très difficile, selon lui,
de trouver, et selon lui, pas seulement selon lui, de trouver des expérienceurs qui arrivent à répéter sur demande ce genre de choses et qui arrivent à se plier à un protocole qui soit admis par la science. Pourquoi c'est si difficile alors que quand on lit ton bouquin, on a l'impression que franchement, tu y arrives avec tous les coups. Tu rapportes des informations incroyables. On se dit, ça doit marcher, quoi. C'est vraiment qu'une impression, alors. Parce que les expériences que je décris, celles qui sont les plus convaincantes, par rapport à toutes les expériences que j'ai faites, plusieurs centaines, c'est une poignée. Et comme je le dis quand même dans mon livre, et j'espère quand même l'avoir suffisamment exprimé. C'est juste que je suis un peu enthousiaste. Pardon. Oui. Non, mais 90% de mes expériences hors du corps ne sont pas fabuleuses, maîtrisées, en hyper lucidité. Je vis 90% d'expériences qui sont en réalité un peu merdiques. Pardon du mot. Non, quand je dis merdique, c'est des expériences où j'essaye de sortir de mon corps, j'y arrive pas, j'ai qu'une partie de mon corps qui sort, ou alors je vois rien, ou je reviens tout de suite dans mon corps, ou je n'arrive pas à faire ce que je veux, enfin c'est compliqué. Donc maîtriser le phénomène, oui, c'est compliqué. Et cette personne que tu cites a tout à fait raison, c'est difficile de trouver des expérienceurs qui peuvent reproduire le phénomène à volonté. Déjà parce que la plupart des gens qui vivent des expériences hors du corps, c'est soit ponctuel, soit occasionnel. Le déclencher avec des techniques, je pense qu'on n'est pas nombreux en France à y arriver. Mais en même temps, pour y arriver, j'ai l'impression qu'il faut avoir beaucoup de détermination et beaucoup de temps. Moi, à une période, j'avais beaucoup de temps, donc j'ai pu élaborer mes techniques, m'exercer tous les jours. Donc j'avais ce temps-là. Et ensuite, les conditions du contrôle scientifique, parce que j'ai essayé de me plier à un protocole, sont extrêmement difficiles pour nous, expérienceurs. Parce qu'on nous demande déjà un phénomène qui est difficile à déclencher, difficile à maîtriser. On nous demande de le faire dans un cadre qui est un petit peu rigide. Avec, par exemple, un casque EEG sur la tête, un casque qui fait mal. EEG, il faut juste expliquer pour recueillir des données en électroencéphalographiques, essayer de comprendre quelle est l'activité du cerveau au moment où on vit ces expériences. Voilà, si on veut faire quelque chose de scientifique, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment où ça se produit. Est-ce qu'il y a un état du cerveau qui est particulier, ou est-ce que ça ressemble à l'état du cerveau quand il est en train de rêver ou en train d'avoir une hallucination? Donc on essaie de savoir ce qui se passe dans le cerveau. Sauf que ce casque-là, c'est une horreur. Quand on veut sortir de son corps avec ce casque, c'est hyper désagréable. Il y a une sangle sous la glotte, ça fait mal. Donc comment on peut arriver dans un état de relâchement qui est un état nécessaire pour arriver à faire une sortie de corps, un état de détente où le corps s'endort, la conscience reste éveillée, si on a mal à cause du casque. Déjà là, on n'y arrive pas. Ensuite, on va nous demander de sortir de notre corps dans un laps de temps défini. Ça va être maintenant entre 10 et 11 heures parce que c'est maintenant qu'on fait le protocole. Moi, j'arrive pas. Enfin, si on me dit maintenant tu sors de ton corps à 14 heures, non, enfin, c'est pas dit que j'y arrive. Je peux dire oui, je peux y arriver à peu près ce matin si je mets en place un certain protocole, certaines méditations. Je vais pouvoir y arriver peut-être dans la matinée sur un laps de temps de 3 heures, mais j'y arrive pas là maintenant dans ce laps de temps-là. Donc là, c'est compliqué aussi. Et voilà, il y a plein de paramètres. Oui, qu'on n'imagine pas, parce qu'on imagine quand on regarde ça de l'extérieur, il suffit de sortir de son corps, et puis non, c'est pas aussi simple. Et il y a plein d'autres difficultés. En plus, je voulais justement les aborder, parce qu'il y a un moment dans le livre que tu décris qui est assez incroyable, et pour moi, ça en dit beaucoup sur la teneur de notre réalité, et c'est en tout cas les formes de pensée et les théories desquelles je me sens proche, c'est-à-dire l'idéalisme philosophique, où le monde est d'abord et avant tout mental. On est dans un monde mental, et il y a une expérience que tu décris à un moment donné, tu dois décrire ce qu'il y a dans une autre pièce. Et tu t'y rends et tu rapportes quelque chose que, en fait, on te dit, non, il n'y a pas ça. Tu rapportes le fait qu'il y a un téléviseur et 2 fauteuils, si je me rappelle bien. Et en fait, il n'y a pas de téléviseur et 2 fauteuils, puis on te dit, en fait, que c'est raté. Ouais. Mais après le stage, quelqu'un vient te dire, qui organisait le stage, qu'en fait, oui, dans la pièce à côté, il y avait pendant longtemps,
Et il y a eu juste avant le stage un téléviseur et 2 fauteuils. Et donc tu as vu des choses vraies, mais décalées dans le temps. Donc il y a des empreintes. Notre réalité n'est pas forcément ce qui se passe à l'instant T. Notre réalité est peut-être composée de 1000 points de vue et de 1000 temps différents que nous, on focalise sur l'instant où on se trouve dans notre corps au moment qu'on vit, mais peut-être que ça s'étend d'une autre manière dans d'autres niveaux de conscience. Est-ce que tu peux essayer de sortir un petit peu une explication autour de ça? Oui, et tu raconteras l'anecdote peut-être mieux que moi. Une explication, je sais pas. En fait, on fait beaucoup d'hypothèses, nous, expérienceurs, parce qu'on vit tous les mêmes expériences, ou en tout cas, il y a énormément de similarités dans nos expériences. Et l'expérience que tu cites, typiquement, c'est quand on voit des objets appartenant au passé. C'est assez déstabilisant et c'est plutôt... quand on veut faire un protocole scientifique, c'est un peu gênant, c'est un peu embêtant, parce qu'on va voir des objets qui ne sont plus là, mais qui ont été là à un moment donné. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées, mais celle qui semble la plus pertinente, qui revient souvent, c'est que les objets qu'on met dans un lieu laisseraient une sorte d'empreinte énergétique. Et que cette empreinte énergétique persisterait dans le temps. Ça, c'est une hypothèse. Mais il y a d'autres expérienceurs, et moi aussi j'ai déjà fait une expérience en ce sens, où on peut parfois sortir de notre corps et se retrouver dans une autre dimension temporelle. On peut se retrouver dans le passé. Et voir des choses qui se déroulent comme... on est dans le passé, on voit le passé. Ouais. Donc, je crois qu'il y a plein de niveaux d'explication en fonction des expériences. Mais c'est extrêmement compliqué parce que du coup, ça nous questionne sur l'espace-temps. De l'autre côté, je pense que l'espace-temps n'est plus du tout le même. Les choses ne s'écoulent plus. Même la durée des expériences. Moi, je vais vivre une certaine expérience qui peut-être va durer 5 minutes de notre temps à nous. Si je vais regarder mon réveil pour voir combien de temps ça a duré. Et de l'autre côté, ça aura paru super long. Ou à l'inverse, ça aura paru super court. Et en fait, il s'est passé beaucoup de temps. Donc de l'autre côté, le temps est différent. Et il y a aussi une autre dimension qui est assez intéressante par rapport à cette réalité-là, c'est que de l'autre côté, on a l'impression que des informations circulent, que tout est information. Ou en tout cas, les objets, les lieux sont associés à des informations. Et nous, en tant qu'expérienceurs, quand on se rend dans un lieu, quand on essaie de sonder un objet ou une personne, on obtient des informations. Il y a comme des champs informationnels. Et je me demande si en sortie de corps, c'est pas ça qu'on voit avant tout. Les informations plutôt que les objets en eux-mêmes. Je m'explique. Quand moi, j'essaie d'identifier un objet mystère, et je suis pas la seule, quand on essaie d'identifier un objet, par exemple, qui est caché dans une boîte, la plupart des expérienceurs n'arriveront pas à dire « j'ai vu tel objet ». Ils vont dire « j'ai vu un truc de cette taille, de cette couleur, qui semble être de cette texture », mais ils n'arrivent pas à dire ce que c'est. Et c'est assez fascinant parce que des fois, on a toutes les caractéristiques de l'objet, mais on n'arrive pas à dire ce que c'est. On a accès à toutes les informations associées à cet objet, mais on est incapable de dire « c'est ça ». Et c'est hyper déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Et alors, maintenant, il y a des protocoles qui nous aident. C'est qu'on va essayer d'identifier l'objet. On va donc identifier les caractéristiques de l'objet. Et de retour dans le corps, on va nous présenter une série d'objets. Par exemple, 10 photos. Et là, on va dire « ah, alors attends, ce que j'ai vu, c'était blanc, c'était cassant. Ça correspond à un coquillage. » Donc c'est plus facile. Mais on n'arrive pas à dire ce que c'est l'objet. Sonia Barkala, elle avait fait un protocole à l'Institut Monroe. Et elle avait vu un objet. Et je crois qu'elle avait vu une paire de ciseaux. Elle avait vu quelque chose qui ressemblait à une paire de ciseaux. Et en fait, c'était un sécateur. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais elle n'avait pas réussi à dire ce que c'était, mais ça avait toutes les caractéristiques de l'objet. C'est coupant, ça a 2 lames qui se croisent. C'est ça. Mais je ne peux pas dire ce que c'est. C'est bizarre. Ça paraît étrange. Oui, vu de notre point de vue, dans cette réalité-là, on a l'impression que c'est évident. Mais finalement, c'est peut-être pas si évident que ça. Parce que si... on trouve une définition, il y a des jeux comme ça d'ailleurs, où on a de la définition, on doit trouver le mot, on pourrait trouver sécateur à la place de ciseaux. Oui, exactement. Donc c'est pas si clair que ça finalement. Non. Il y a quelque chose d'assez intéressant que tu décris, c'est que tu n'as pas, quand tu fais des sorties de corps, de sentiment de peur. Et pourtant, quand on lisait Monroe à l'époque et qu'on voyait les sorties de corps qu'il décrivait,
Il y avait des sorties de corps qu'on n'avait pas envie de vivre. Je me rappelle de scènes où il parlait d'emprise, d'entités qui étaient effrayantes. Enfin, je ne sais pas s'il utilisait les termes effrayants, mais en tout cas, ça ne donnait pas envie d'être proche. Et une autre sortie de corps où il s'est retrouvé devant un mur infini. Et il ne trouvait pas du tout de manière de sortir de cette situation. Ça n'a pas l'air toujours très accueillant de ce côté-là. Je confirme. Et comment est-ce que tu deals avec ça et comment ça se fait que tu ne ressentes pas la peur quand tu es de l'autre côté? Je ne sais pas si c'est quelque chose que ressentent tous les expérienceurs ou si c'est propre à ma personne. J'ai rencontré d'autres expérienceurs qui sont comme moi, qui ne ressentent pas la peur. Mais chez moi, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais à partir du moment où je suis hors de mon corps et suffisamment éloignée de mon corps physique, la peur, je la ressens plus. Elle existe vraiment plus. Peu importe ce qui arrive devant moi, ça me fera pas peur. Je ne ressens plus cette émotion. C'est comme si elle n'existait plus. Donc, l'hypothèse que j'ai faite, moi, à un moment donné, c'est de me dire peut-être que la peur est une émotion qui est liée au corps, qui est liée à la survie, aux besoins de la vie physique, et que en dehors du corps, j'en suis libérée. C'est l'hypothèse que j'ai faite. Mais en tout cas, ça me montre aussi, et ça, c'est très intéressant, dans l'état hors du corps, notre personnalité, notre état mental, psychique, il n'est pas exactement le même que dans la vie physique. Il y a des choses où on pense autrement, on réfléchit autrement. On peut, par exemple, encore une fois, là, c'est quelque chose qui est gênant quand on fait un protocole. On peut sortir de son corps avec un certain désir, l'envie de faire quelque chose. Et la seconde d'après, quand on se retrouve hors du corps, ça ne nous intéresse absolument plus. Et on va partir sur complètement autre chose parce que ça ne nous intéresse plus. Les aspirations ne sont plus les mêmes. Parfois, selon là où je suis et ce que je suis en train de faire hors de mon corps, je me soucie absolument plus de ma vie physique. C'est comme si ça m'intéressait plus. Donc parfois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai ma petite idée, mais en tout cas, la personnalité, elle est différente hors du corps et dans le corps. D'où la difficulté des protocoles. Quand on te dit qu'il faut aller chercher dans une boîte rouge, quelque part dans un appartement, quelque chose, quand tu sors de ton corps, c'est plus du tout ça qui t'intéresse. Hein. Alors moi, j'ai cette chance d'avoir encore cet intérêt en sortie de corps. Je ne sais pas si j'ai l'esprit un petit peu obstiné. Quand je sors de mon corps, souvent, moi, j'ai plutôt cette obstination-là d'aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Mais je sais que la plupart de mes amis expérienceurs, ils sortent de leur corps et la boîte ne les intéresse plus du tout. Ils ont juste envie de se barrer. Mais moi, ça m'est arrivé effectivement de sortir de mon corps, d'avoir un objet caché dans la boîte et de me dire « Oh non, là, j'ai autre chose à faire. » Enfin, ça m'intéresse plus. Il y a tellement de choses à explorer dans cet état-là, beaucoup plus important qu'un objet caché dans une boîte. Oui, c'est comme Sylvie de Thiola qui raconte ses expériences avec Nicolas Fraisse, où elle dit que les protocoles, quand il devait aller dans une pièce à côté pour aller voir ce qu'il y avait ce qui était projeté sur un écran, des fois il se faisait attirer par le bruit d'une sirène d'ambulance dans la rue. Et puis on se dit, mais pourtant c'est pas tellement plus important que le protocole en place. Non, pas du tout. Mais du coup, ça le faisait partir et puis il suivait l'ambulance, puis ensuite il partait je ne sais où. Mais on peut sortir de son corps et dire « Ah tiens, une lumière par là, je vais aller dans cette direction » alors qu'on avait prévu de faire autre chose. Et tout à coup, ça paraît tellement impérieux, il faut aller ailleurs. Hein, il faut... Oui. Ouais, voilà. C'est tout à coup plus rien d'importance. L'explication qu'on trouve, nous, c'est que le corps dans lequel on est, le corps astral ou le corps subtil, serait avant tout un corps émotionnel. Et que ce qui le guide, c'est l'émotion. Okay. Et j'ai remarqué, comme j'ai fait beaucoup d'expériences spontanées, que chez moi, par exemple, quand je sortais de mon corps, j'allais tout le temps voir ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, qui habite en Alsace. Et ben, dès que je sortais de mon corps, je ne sais pas pourquoi, j'allais dans la maison de ma grand-mère, je voulais voir ma grand-mère. Mon conjoint, quand il sort de son corps, presque systématiquement, il va voir ses filles dormir. Pourtant... il aurait autre chose à faire que d'aller voir ses filles dormir, mais il est attiré par ses filles. C'est le cœur qui parle. Ça me fait penser à un autre aspect. Il y a ce podcast aux États-Unis qui fait fureur maintenant, les tapes, quelque chose, j'en ai parlé en plus sur Télépathie tape. Les télépathies tapes, voilà.
Dans ces télépathies tapes, il y a eu un des membres de l'équipe de tournage qui pratique la sortie hors du corps et qui dit qu'il va rejoindre les personnes avec des troubles autistiques sur dans un endroit qu'ils appellent The Hill, la colline, dans ce monde non physique, et qui se retrouvent là-bas et qui parlent entre eux, et que les personnes autistes parlent entre elles et se retrouvent là-bas, et lui est accepté pendant un temps pour une courte visite, alors qu'ils acceptent personne d'autre, normalement, pour visiter The Hill, la colline, et interagir avec les autres. Est-ce que toi, tu as connaissance ou est-ce que tu as déjà visité des lieux, entre guillemets, où les expérienceurs hors du corps se rencontrent? Non, moi, j'ai pas rencontré d'endroit où les expérienceurs pourraient se retrouver. Mais par contre, c'est une expérience qu'on a essayé de reproduire avec plusieurs expérienceurs parce que c'était un moyen pour nous d'essayer d'obtenir une preuve que la sortie de corps est réelle. Si deux personnes sont capables de sortir de leur corps et de se rencontrer et de rapporter un souvenir commun, par exemple d'échanger quelques mots et ensuite de revenir dans leur corps et de dire on a échangé ça montre que le phénomène ne se produit pas dans le cerveau, que c'est pas une hallucination. Et ça a été hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai pas pu, peut-être à mon grand regret, j'ai pas pu développer cet aspect-là dans mon livre parce que j'avais un nombre de pages restreint et je pouvais pas tout développer. Mais j'ai vraiment eu des expériences très très intéressantes au niveau des expériences simultanées. Déjà, il faut savoir que l'expérience a déjà été faite. Moi, je connais un expérienceur qui s'appelle Franck Labatte, qui a écrit un livre. Et lui, il raconte dans son livre avoir croisé une autre expérienceuse, Akena, en sortie hors du corps. Et ensuite, ils ont pu croiser leurs témoignages, sachant qu'ils ne s'étaient jamais vus. Ils ne s'étaient jamais vus donc, ils ne savaient même pas à quoi ils ressemblaient l'un l'autre. Et quand ils se sont vus, en vrai, ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus. Donc, ils se sont rencontrés hors du corps, ils se sont reconnus. Ils ont pu dire, lors de cette expérience, il s'est passé ça, on a échangé ça, et tout concordait. Donc, cette expérience a déjà été faite. Moi, j'ai essayé de la faire et j'ai obtenu des résultats intéressants. Déjà, j'ai réussi, en essayant plusieurs fois, à entrer dans le rêve d'autres personnes. Parce qu'à un moment donné, moi, je m'amusais à sortir du corps, d'essayer de tirer les gens par les pieds. Je voulais savoir si c'était possible d'essayer de sortir les gens de leur corps aussi. Donc, j'allais voir des gens qui dormaient et je les tirais par les pieds. Par exemple, une fois, j'ai essayé avec ma grand-mère et puis le matin, je l'ai appelée. « Est-ce que tu as rêvé de moi ?» Non. Bon, un jour, j'ai réussi. J'ai essayé de tirer un ami. Je suis allée dans la chambre d'un ami. Et quand je suis revenue dans mon corps, un quart d'heure plus tard, cet ami m'envoie un message pour me dire « J'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais dans ma chambre. » Donc, pile au moment où moi, j'étais dans sa chambre à essayer de me manifester à lui. Mais je crois que tu en parles dans ton bouquin. J'en parle dans mon livre, voilà. Celle-là, j'en parle. Ouais. Une fois, j'ai essayé de me manifester à quelqu'un d'autre qui était éveillé, mais qui a des capacités médiumniques, qui perçoit des défunts. Il ne se dit pas médium, mais il sent. Il a une sensibilité particulière et il sent les défunts, par exemple. Et cette personne-là, pareil, j'ai essayé de la gripper en sortir du corps. Je suis revenue à moi-même. Il était dans l'autre pièce. Il était juste dans une autre pièce en train de dormir. Enfin, il était allongé, mais moi, je croyais qu'il dormait, mais en fait, il ne dormait pas. Et il m'a dit « Je t'ai senti ». Au moment où moi, je sortais de mon corps, lui, il a senti que je la grippais. Donc là, on a réussi. Une autre fois, j'ai essayé avec un expérienceur qui s'appelle Borvo de faire une expérience simultanée. J'ai traversé le mur, je suis allée vers lui, j'ai essayé de le tirer par le pied. Voilà. Et quand je suis revenue dans mon corps, on a échangé nos expériences et lui, il m'a expliqué qu'il était en train de ressentir un état vibratoire. Donc cet état où tout le corps se met à vibrer, lorsqu'il a senti quelqu'un le tenir par le pied et lui tirer dessus. Et là, il s'est dit « Ah, ça doit être Julie !» Mais comme il n'était pas encore hors de son corps, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Donc j'ai eu quelques expériences intéressantes qui semblent montrer qu'il y a possibilité de se croiser dans l'astral. Ouais. Avec mon conjoint, je me suis amusée plusieurs fois à essayer de le réveiller quand j'étais en sortie du corps. Et c'est arrivé, je dirais, au moins 5 fois où je suis intervenue dans ses rêves. Vraiment. Et c'est pas quelque chose d'hasardeux. Il est dans un rêve qui n'a rien à voir avec moi. Je ne fais absolument pas partie de son rêve. Et tout à coup, je surgis dans son rêve et puis je viens l'embêter dans son rêve. Et là, il me dit « Non, mais
Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de m'embêter. Et ça s'est produit au moins 5 fois. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que des interactions sont possibles. Une fois aussi, alors ça, j'ai pas pu le vérifier parce que je connais pas la personne à qui j'ai fait ça, mais je me suis retrouvée dans une pièce, il y avait une mère et ses enfants. Je connaissais pas cette femme. Et j'ai essayé de m'approcher de cette femme et elle a senti ma présence. Quand je l'ai touchée, elle a frissonné, mais elle me voyait pas, mais elle a frissonné et après, elle regardait dans la pièce comme si elle essayait de... Elle avait senti quelque chose. Mais comme je connais pas cette femme, j'ai pas pu vérifier. Mais il semblerait que certaines personnes très perceptives, je sais pas si elles sont médiums ou juste elles ont une sensibilité accrue et puissent percevoir la présence d'une personne hors du corps. Tu racontes aussi une autre expérience bien plus dramatique, celle-ci, d'avoir incorporé quelqu'un, de t'être retrouvé dans le corps de quelqu'un. Est-ce que tu veux en parler ou... Il m'est arrivé une fois une expérience qui est assez particulière et très différente des autres parce que je contrôlais rien du tout. Je suis entrée dans la peau de quelqu'un d'autre, dans la peau d'une femme qui était dans une période de guerre. Et cette femme elle était blessée et elle était en train de mourir. Et j'étais dans sa peau à ce moment-là. Et elle était entourée de ses enfants. Et elle était en train de faire ses adieux à ses enfants. Et je ne savais absolument pas qui était cette femme. Je ne savais absolument pas où j'étais. Mais ce qui a été très fort dans cette expérience, c'est que j'ai eu le sentiment que cette femme était moi. Après coup, quand je suis revenue dans mon corps, pendant plusieurs jours, j'avais le sentiment d'avoir été dans la peau de quelqu'un qui était moi, peut-être dans une vie d'avant ou dans une vie simultanée, ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais j'ai ressenti une émotion très forte qui était d'avoir abandonné mes enfants. Parce que j'ai vécu la mort de cette femme et j'ai porté sa culpabilité, une sorte de culpabilité, parce que j'ai eu pendant plusieurs jours l'impression d'avoir abandonné mes enfants. Et j'ai pleuré pendant plusieurs jours et j'avais une réelle inquiétude pour ces enfants, comme si c'était les miens. Mais je pouvais... Même aujourd'hui, j'arrive pas encore à expliquer. J'ai le sentiment que cette femme était moi. Mais je ne sais pas si je suis rentrée dans la peau de quelqu'un d'autre et que j'ai emporté quelque chose de la vie de cette personne qui fait que j'ai l'impression d'être elle, ou est-ce que c'était réellement moi dans une vie d'avant, ou est-ce que c'est moi dans une vie parallèle? J'ai pas d'explication. Mais ce qui était très, très étrange, c'est que j'avais accès à ses pensées, j'avais accès à ses sensations, mais je ne pouvais pas bouger son corps, ou je ne pouvais pas... J'étais observatrice, spectatrice de ce que vivait cette femme. Quand même, comme une sorte de troisième personne quand même. Tu n'étais pas cette femme, tu pouvais observer de l'extérieur, de l'intérieur. Ouais, mais j'avais pas accès à toute sa vie, par exemple. Je ne connaissais pas son prénom, je ne connais pas le prénom des enfants, et ça a été difficile pour moi parce que je connaissais même pas le prénom de ses enfants, et pourtant j'avais cette émotion de les aimer. Je les aimais vraiment. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'ai pleuré en me disant j'ai abandonné mes enfants. Et je connaissais même pas leur prénom. Mais j'avais cette émotion de les avoir abandonnés et j'avais cette culpabilité de les avoir abandonnés. Donc, ouais, c'était hyper chamboulant. Et j'ai essayé, en discutant avec mes amis, heureusement j'ai des formidables amis psychologues qui sortent de leur corps, et je leur ai raconté cette expérience, et j'ai essayé d'y voir, peut-être d'essayer de comprendre, en me disant peut-être soit cette expérience vient m'apprendre des choses sur moi-même, que c'est mon inconscient. Mais bon, franchement, comme je l'ai vécu, c'était ça. C'était trop réel. Soit ça vient expliquer quelques traits de caractère que j'ai dans cette vie-là, parce que j'ai essayé de faire un lien entre cette expérience et ma vie actuelle. Cette femme qui est morte devant ses enfants, le plus petit, je sais pas, il doit avoir 5 ou 6 ans, quoi. Cheveux blonds, en plus il était devant moi, devant elle, il était atterré de perdre sa maman, et enfin c'était terrible, je sentais toute sa détresse de non maman, meurs pas s'il te plaît. C'était horrible franchement de voir cet enfant-là, et j'ai les larmes qui montent, et je me suis dit, mais en fait si cette femme c'était moi,
ou si j'ai un lien avec cette femme, en fait, ça expliquerait peut-être pourquoi moi, j'ai choisi dans ma vie d'essayer de sauver les enfants, pourquoi j'ai fait de l'humanitaire, pourquoi j'ai travaillé en protection de l'enfance. Et ça expliquerait aussi pourquoi pendant des années, je voulais surtout pas d'enfants parce que j'étais absolument persuadée que j'allais être une mauvaise mère, que j'allais les abandonner. Et j'ai fait un lien direct en me disant, si cette vie est une vie antérieure, en tout cas, ça explique plein de choses. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Mais ce que cette femme a vécu, moi, je l'ai porté. Et là, je le porte encore quand j'en parle. J'ai l'impression d'avoir fait du mal à ses enfants en partant trop tôt. Donc, il y a des expériences qui sont très déstabilisantes. On en vit tous en tant qu'expérienceurs et c'est important de le savoir que la sortie de corps, c'est pas un jeu et qu'on vit des choses qui peuvent être bouleversantes et qu'on traîne avec nous. J'ai aussi vécu des expériences où on m'annonçait la mort de proches. Comment on fait quand on revient de ça? Donc on vit des choses qui déstabilisent. Et je pense qu'il faut arriver à rester accroché, avoir la tête sur les épaules pour les encaisser. Et je comprends aussi que certaines personnes, au bout d'un moment, je ne sais pas si je peux dire qu'elles partent en vrille, mais que tout ça les dépasse et qu'il y a quelque chose qui lâche du point de vue du psychisme parce que c'est juste trop. Je pense que... Parce que tu as connu des gens pour qui c'était trop difficile de vivre ces décorporations? Parce que oui, parce que j'en ai rencontré dans mon parcours. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont plus tout à fait connectées à ce monde-là, dans le milieu. On parle de la sortie de corps, mais je pense que ça concerne toutes les expériences non ordinaires, que ce soit la transe, les expansions de conscience, toutes les expériences qui frôlent un peu qui touchent un peu à l'invisible et qui touchent à ces réalités plus subtiles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, perdent pied. Et soit vont aller dans des délires psychotiques, des délires, soit vont adhérer à tout un tas de croyances qui sont complètement infondées et où tout se mélange. Et qui vont adhérer à des discours parce qu'un tel a dit qu'il y a une sorte de ratatouille comme ça, je sais pas, avec la 4e dimension, et puis on met les extraterrestres, et puis les chakras, on mélange tout, on secoue, et puis ça nous crée un truc. Et moi, ça me fait un peu peur quand je rencontre des personnes comme ça, parce que je me demande si elles n'ont pas perdu un peu de leur discernement, et si elles se sont pas perdues en route, parce qu'elles ont vécu des expériences trop déstabilisantes. Pourtant, on peut aussi se dire qu'il y a de quoi perdre un petit peu le nord. Ouais, et puis, ouais. Parce que tu évoques justement la question des extraterrestres. Et je sais que c'est délicat de parler de cette question-là, mais il y a des expérienceurs qui en parlent, qui parlent d'entités qui ressemblent. Alors, on ne sait pas comment les appeler, on ne sait pas d'ailleurs si c'est des extraterrestres ou pas. Mais j'entends, il y a, semblerait-il, des entités comme ça. En tout cas, ils rencontrent des entités comme ça. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi. Mais ça pose question, sur l'humanité, sur ce que c'est, si ça existe en tant qu'être dans un monde parallèle. Déjà, est-ce que tu en as rencontré, ou est-ce que tu préfères pas en parler ou... Non, on peut en parler. Si par exemple on parle de la question des extraterrestres, typiquement il y a la secte de Raël qui montre le genre de dérive à laquelle on peut... Et pourtant, peut-être que cet homme-là a vraiment perçu des êtres, mais je pense qu'à un moment donné, ça a basculé vers quelque chose de sectaire, de dogmatique, de dangereux, et il y a ce risque. Mais oui, je pense que dans ces expériences, on a accès à... de l'autre côté, il y a tellement... Moi, j'ai vu tellement de choses différentes, il y a tellement de plans différents. Il y a tellement d'êtres différents. Et j'ai rencontré toutes sortes d'êtres de l'autre. Parce qu'il faut penser qu'en sortir du corps, on a accès à... On peut aller très très loin dans l'exploration, à la fois en termes de kilomètres. On peut aller à l'autre bout de la galaxie en un claquement de doigts, mais on peut aussi aller dans d'autres plans, comme les plans, par exemple, où vivent des personnes décédées. Donc on a accès à plein de choses. Et il y a toutes sortes d'êtres. Et l'univers est, à mon avis, infiniment riche en matière d'êtres qu'on peut trouver. Donc, il y a des êtres, par exemple, ça va être des entités
sous la forme de nuages noirs, sous la forme de sphères lumineuses, des êtres qui sont composés de lumière. Et parmi tous ces êtres, il y a aussi des êtres qui n'ont pas de forme humaine, qui ressemblent à ce que nous, on appelle dans notre jargon les extraterrestres, et qui sont en fait simplement d'autres consciences, dans d'autres corps, peut-être sur d'autres planètes. Et aujourd'hui, je veux dire, avec tout ce qui existe au niveau des ovnis, des études qui ont été faites aux États-Unis, des révélations qui ont été faites, et l'immensité de l'univers, il y a peu de probabilités pour qu'on soit seul. D'ailleurs, même encore sur cette planète, peut-être qu'il y a même des mondes parallèles sur cette même planète où on se trouve, sans aller chercher très loin. Moi, j'ai rencontré des êtres. Et ce qui a été le plus fascinant dans ces rencontres, c'est que ces êtres-là, pour moi, ont été les êtres les plus évolués que j'ai rencontrés. Quand je dis évolués, c'est que quand tu croises leur regard, il se dégage quelque chose. De toute façon, c'est par télépathie de l'autre côté, mais le truc le plus aimant que j'ai jamais vécu. Et quelque chose d'une sagesse et d'une sérénité, quelque chose de grandiose, je ne sais pas comment te dire ça, mais qui, moi, me fait sentir toute petite et qui me fait dire « Waouh, ok ». Parce que après, voilà, il y a différentes rencontres. Moi, je te parle de certains êtres spécifiquement que j'ai rencontrés plusieurs fois. Mais ces êtres-là, pour moi, c'est un exemple d'évolution, de sagesse qui est incroyable. Et pourtant, ils n'ont pas de forme humaine. Ah non? Ah non. Ok. Non, pas du tout. Et j'entends même pas humanoïde. Bon, ils ont 2 bras, 2 jambes. Ah oui, quand même. Ils ont des yeux. C'est pas des humains, c'est ça que je veux dire. D'accord, ouais. C'est pas des humains. Mais justement, je peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec les expériences de DMT. Alors, je sais pas si tu es un petit peu au courant des expériences qui se font avec la DMT. Par exemple, il y a Andrew Gallimore, qui est lui aussi un neuroscientifique connu mondialement, qui est à l'université de Tokyo et qui, lui, a imaginé un protocole pour prendre de la DMT sous une longue période. Il appelle ça le protocole des DMT-X, durant lequel on peut prendre de la DMT pendant 30 à 45 minutes et justement visiter des mondes qui, pour lui, alors qu'il est neuroscientifique et pharmacologue, donc il a les 2 diplômes, pour lui, on visite des mondes extérieurs, c'est-à-dire des mondes parallèles. On ne visite pas l'intérieur de notre psyché. C'est une porte qui ouvre vers des mondes parallèles. Et est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est possible que ces 2 mondes soient les mêmes mondes, que la DMT ouvre les portes de mondes parallèles au même titre que le plan astral? J'ai pas testé la DMT, donc je sais pas. Mais d'un point de vue juste comme ça, d'un regard extérieur, je me dis, si la sortir du corps est corrélative à un certain état du cerveau, pourquoi pas envisager que la DMT ou un autre type de substance puisse amener le cerveau dans un état propice à sortir, pour que la personne sorte de son corps. Je pense quand même, et ça avec l'expérience, vraiment j'ai pu l'observer plusieurs fois, que la sortie de corps se produit dans un certain contexte. Je pense que le cerveau doit être dans un certain contexte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Rodrigo Montenegro étudie le cerveau pour voir quelles sont les ondes au moment de la sortie de corps, qu'il faut atteindre un certain état de relâchement. Donc je pense qu'il y a un certain état cérébral qui permet à la conscience de s'extraire du cerveau. Et je pense même qu'il y a un état hormonal. Parce que j'ai vraiment constaté que mes expériences hors du corps se produisent davantage dans un certain contexte hormonal. Moi qui ai un cycle féminin avec par exemple un gros syndrome prémenstruel, etc., je repère mes cycles hormonaux. Et par exemple, pendant les menstruations, pour moi, c'est très difficile de sortir de mon corps. Donc je pense qu'il y a apparemment, par exemple, la ménopause, elle a un impact sur la possibilité, la capacité d'expérimenter facilement des expériences hors du corps. Donc, un impact négatif? Ouais. Je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien hormonal, il y a un lien cérébral
Et pour moi, c'est pas illogique d'envisager que certaines substances agissant sur le corps, agissant sur les neurotransmetteurs, sur les hormones, etc., puissent induire des états de conscience modifiés comme la sortir du corps et nous permettre d'accéder à d'autres réalités et que ça soit pas juste des hallucinations. Et de la même manière que je pense aussi que certaines substances peuvent générer des hallucinations. Donc maintenant, la DMT, je sais pas. Ça serait hyper intéressant d'essayer de faire des protocoles avec des vérifications avec la DMT. Ouais. Alors, ceux que je connais qui ont utilisé la DMT disent qu'ils ont rarement le choix, enfin, pour des personnes aguerries peut-être, mais en général, on n'a pas le choix d'où on est emmené. Donc, avoir un protocole pour décider d'où aller, déjà, ils essayent de faire durer l'expérience pour voir jusqu'où on est emmené. Mais il y a des rencontres avec des êtres, alors pour Andrew Gallimore, en tout cas, des êtres, des enseignants. Extrêmement sage, avec un savoir infiniment supérieur au savoir humain, selon lui. Et il y a plusieurs classes d'êtres qui peuvent nous accueillir dans ces dimensions-là. Et d'ailleurs, pas toujours des êtres bienveillants. Mais parmi les êtres bienveillants, des gens qui, si on peut dire, des gens qui cherchent à nous enseigner des choses d'une profondeur inimaginable de notre point de vue, en tout cas. Donc oui, je vois pas mal de... Il y a des similitudes. Ouais, vraiment. Ouais. Et c'est marrant que ça s'ouvre maintenant aussi à ça, grâce à nouveau aux réseaux sociaux. Il faudra que j'arrête de le dire un jour. Mais ça devient de plus en plus... common knowledge, qu'on peut partager ces choses-là, et de grands scientifiques, neuroscientifiques reconnus commencent à le faire. Dont Christophe Corr, d'ailleurs, ce neuroscientifique qui étudiait le cerveau à Seattle et directeur d'un des plus grands instituts de recherche, a vraiment eu une révélation à la suite d'une prise de DMT aussi. Récemment, j'ai lu un passage du livre de Stéphane Alix, Nos âmes oubliées, où lui, il parle d'une expérience sous MDMA, où il a eu le sentiment de retrouver deux êtres chers qu'il avait perdus, et sous la forme de lumière violette, comme une flamme violette. Et il a vu ces flammes-là, à un moment donné, se matérialiser sous la forme physique humaine des proches qu'il avait perdus. Lui montrer que ces formes-là pouvaient changer de forme, justement. Et c'est très drôle parce qu'en sortir du corps, j'ai eu quasiment la même expérience avec un être qui m'a montré qu'il pouvait changer de forme. Et il a pris la forme d'une boule lumineuse, justement, puis il est redevenu à sa forme classique. Et du coup, je me suis demandé si, avec, par exemple, la MDMA, est-ce que Stéphane Alix n'avait pas réussi à accéder à l'autre dimension aussi. Donc, ça m'a l'air possible. Maintenant, est-ce qu'on peut recommander aux gens de prendre des drogues ? Je ne suis pas sûre. Non, on ne peut surtout pas recommander aux gens de prendre des drogues, ça c'est clair. En tout cas, il y a des scientifiques qui s'y attellent et puis qui étudient ça. Dans un cadre scientifique, ça peut être très pertinent, je pense. Essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là. Et à mon avis, ce qui va s'ouvrir va être gigantesque. Et c'est en train de s'ouvrir. Est-ce que ta représentation du monde, de la réalité, de la réincarnation, de la mort a changé, évidemment? Est-ce que tu t'es créé un modèle sur comment est-ce que tu comprends le monde maintenant? Oui, je me suis créé un modèle, mais je me suis surtout fait à l'idée que j'y comprenais pas grand-chose. Comme tout le monde. Et que tout cela était extrêmement complexe. Mais par contre, oui, j'ai acquis la certitude que j'ai une conscience, que cette conscience, elle existait avant cette vie, qu'elle existera après. Et j'ai acquis la certitude que ce qui nous attend après et ce qui m'attend après est fabuleux. Et ça a été une vraie libération parce que je trouve que voilà, dans cette vie, il y a plein de choses difficiles. Pour avoir été dans la protection de l'enfance, il y a des violences que j'ai trouvées abominables et des situations que j'ai trouvées abominables. Et me dire que en fait, cette vie est éphémère, que ce qu'on traverse ici a une raison, mais que plus tard, on va retourner dans des espaces un peu plus lumineux. Pour moi, ça a été un énorme soulagement. Et donc, je me suis surtout libérée de la peur de la mort.
Ça, je me suis libérée de la C'est peur quelque chose de la qui t'accompagnait avant la peur de la mort? Est-ce que tu as vécu avec ça ou bien c'était de ces personnes que ça effleure à peine? Non, alors la mort a été une obsession depuis que je suis toute petite. Ah d'accord, ouais. Parce que je n'arrivais pas à comprendre où allaient les personnes décédées. Est-ce que la mort, c'était la fin de tout, comme certains le prétendaient? Parce que dans ma famille, il y a des personnes qui ont une croyance sur l'après-vie. Est-ce qu'on va au paradis? Il est où ce paradis? Enfin, je me suis posé ces questions quand j'étais toute petite. Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on aime? Ça, c'était une grande question que je me posais. Parce qu'au-delà de l'aspect de rester en vie ou de mourir, c'est surtout, est-ce que les liens qu'on tisse ici vont perdurer plus tard? Et ceux qui partent, est-ce qu'on va les retrouver? Donc ça, c'était une grande question. Et j'avais une croyance avant de vivre des sortir du corps. Et j'ai dû changer de croyance. Moi, je me disais que si la vie après la mort existait, j'imaginais que c'était forcément un retour à une forme d'unité. Je m'imaginais ça un petit peu comme dans le bouddhisme, un peu une sorte de retour dans un état où on fait un avec tout et on est dans une sorte de bien-être et d'amour perpétuel. Et j'imaginais qu'à ma mort, j'allais retrouver un peu cet espace-là, cette divinité, cette fusion avec Dieu. La sortir du corps m'a montré qu'il y avait plein d'étapes avant ça. Et que On n'est pas sorti de l'auberge. il y a d'autres mondes avant d'atteindre ce stade-là. Même si ce stade, je suis persuadée qu'il existe, même si je ne l'ai pas expérimenté, il y a des personnes qui l'ont expérimenté. J'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres mondes, plein d'autres plans qui sont extrêmement beaux aussi, d'autres moins beaux, mais une grande partie extrêmement beaux avant. Et qu'avant de retrouver cette fusion avec tout, j'allais sans doute passer par d'autres étapes. Donc j'ai dû changer de regard, ouais. Mais mon regard, il évolue tout le temps. Parce que quand on vit des expériences hors du corps, on est tout le temps amené à revoir ses croyances, à se poser de nouvelles questions. Enfin, ça ne s'arrête jamais. C'est très, très fatigant. Mais même s'il faut revoir ses croyances et on est toujours remis en question quand on fait ce genre d'expérience-là, est-ce que l'idéalisme analytique, quelque chose qui est un peu plus proche de ce que toi tu as pu expérimenter, est-ce que par rapport justement au matérialisme avec une matière objective et distante et tout ça, et l'idéalisme qui voudrait qu'en fait il n'y ait qu'une seule entité, état, qui soit appelé conscience ou matière, mais qui regroupe tout. Alors, si on l'appelle conscience, pour faire plus simple, la matière est une expression de la conscience dans un certain état, ou la conscience vue depuis une perspective dissociée, selon Bernardo Kastrup. Est-ce que ça va dans ce sens-là, ou comment tu expliques? Oui, d'un point de vue philosophique, c'est complètement la vision que j'ai aujourd'hui. Pour moi, je suis dans une forme de monisme aussi, mais qui n'est pas tout est matière, mais pour moi, tout est conscience. Et j'ai l'impression que la réalité, c'est cette conscience qui s'exprime à travers différents niveaux, à travers différentes fréquences, et que la matière, c'est une modalité d'expression de la conscience. Parce qu'en sortir du corps, ce que je constate, c'est qu'il y a différents plans. Et pour moi, ces plans sont situés à différentes fréquences. Parce que moi-même, je peux changer de fréquence. Quand je dis que je peux changer de fréquence, quand je parle de ces vibrations, tu sais, quand on sort de son corps, on est dans un état vibratoire. Moi, je peux intensifier ces vibrations, les ralentir, etc. Si je veux sortir de mon corps, je dois intensifier les vibrations pour sortir de mon corps. J'ai remarqué que si maintenant j'intensifie mes vibrations d'une manière très, très forte, je vais accéder à d'autres types de plans, qui vont être des plans beaucoup plus lumineux, avec moins de forme, etc. Si mes vibrations sont un peu lentes, un peu denses, je vais rester plus proche de cette réalité-là et dans des plans où ça va être plus lourd. Donc, j'ai l'impression que la réalité, c'est en fait une multitude de dimensions qui sont toutes faites de conscience, mais une conscience vibrant à une fréquence différente, à une vitesse différente. Je ne sais pas exactement comment on peut expliquer ça pour les physiciens, mais en tout cas, que tout est conscience, ouais, ça, complètement.
De toute façon, pour les physiciens, ils sont de plus en plus d'accord Ouais. avec toi, hein, aussi loin que je comprenne. Après, je ne suis pas physicien, évidemment, mais ça a l'air d'aller dans ce sens-là. En tout cas, on sait maintenant, depuis très longtemps, depuis un siècle, que la matière, c'est du vide avant tout, et en immense proportion, et qu'en plus, cette partie de non-vide n'est même pas du non-vide, ce n'est même pas de la matière, qu'à l'intérieur de ce qu'on perçoit comme étant de la matière, ce 0,1% de matière, c'est encore une torsion du vide. Donc, on a l'air de se rapprocher vraiment d'une pensée idéaliste. On a l'air d'être enfermé dans ce dogme ou du matérialisme, même qu'il a été prouvé faux depuis 100 ans. Et cette histoire de fréquence dont je te parlais tout à l'heure, je la trouve très cohérente avec ce qu'on découvre actuellement au niveau de la matière. Parce qu'on s'est rendu compte que la matière n'était pas composée de particules, mais qu'elle pouvait se comporter aussi comme une onde avec la physique quantique. Ce qui veut dire que la matière a une nature ondulatoire. Donc, en fonction de comment se comporte cette onde, on a différentes fréquences. Donc, ça rejoint l'idée que la réalité pourrait être composée de différentes fréquences en fonction de comment vibre la matière. Voilà, maintenant, pour moi, ça reste quand même très hypothétique. Il faudrait que ce soit des physiciens quantiques qui se penchent sur la question, et il y en a qui se penchent sur la question. Il faudrait que ce soit des physiciens quantiques qui prennent la DMT ou bien qui fassent des sorties hors du corps. Oui, tout à fait. Il y en a peut-être dans le groupe que tu côtoies. Hein. Pas de physicien quantique, malheureusement. Ouais. J'aimerais tellement. Franchement, j'aimerais tellement. Ouais. Alors, justement, appel aux physiciens quantiques, est-ce qu'on peut se former à la sortie hors du corps dans ce genre de groupe? Alors, il y avait Akena, non? C'était ça. Hein, ouais, mais il y a d'autres groupes que tu connais ou que, sans les connaître directement, que tu penses que c'est possible pour à peu près tout un chacun de commencer à s'initier à ça? Oui, moi après, j'ai pas fait une étude statistique, donc je peux pas te dire combien de personnes sont sorties de leur corps, mais j'ai l'impression en tout cas que si les personnes font preuve de détermination et qu'elles suivent certaines techniques, elles peuvent y arriver. Et à mon avis, il y a déjà plein de choses dans les livres. Donc déjà, rien que commencer par lire les livres qui ont été écrits sur le sujet, comme le manuel d'Akena, où elle dispense des techniques, mais il y a plein d'autres livres. Récemment, Franck Labatte a publié un livre où il recense des techniques. Je pense que si on pratique un petit peu, on peut déclencher une expérience hors du corps. Et pour moi, ça serait fabuleux que les scientifiques essaient, vraiment. Parce que... Il faut faire des ateliers. Il faut faire des ateliers pour les scientifiques. Il existe des stages. Et Rodrigo Montenegro, d'ailleurs, je le dis ici, Rodrigo Montenegro, qui est neuroscientifique dont je parlais tout à l'heure, organise des workshops. Donc, il organise des stages dans lesquels non seulement il va essayer de... Enfin, c'est pas qu'il essaie, il le fait. Il explique toutes les hypothèses qui existent au sujet de la sortie hors du corps, vues par la science. Il apporte son analyse, quelles sont les recherches en neurosciences. Et ensuite, lui, il transmet des techniques parce qu'il a été instructeur à l'IAC avant, qui était un organisme qui enseignait des techniques de sortir du corps. Et donc, au workshop de Rodrigo Montenegro, on peut apprendre des techniques de sortir du corps. Donc, moi, je l'ai fait... il m'a invité l'année dernière et c'était super intéressant parce qu'à son workshop, il y a un public scientifique. C'est là où j'ai rencontré un chirurgien qui sortait de son corps. C'était hyper intéressant. Et il y a des psys, des personnes qui sont dans le milieu scientifique qui viennent à ces workshops. Donc, par exemple, Rodrigo organise des stages, mais ce n'est pas le seul en France. En fait, il y a plein de stages différents avec des personnes qui ont des approches différentes, plus ou moins spirituelles, plus ou moins pragmatiques. Et ça permet à chaque personne d'aller vers une personnalité qui lui convient. Il y a des gens qui sont plus spirituels, qui pourront par exemple aller vers l'association Chanel Soleil, qui est l'association avec laquelle moi j'avais fait mon stage. C'est Akena qui avait créé cette association. Donc par exemple, ces personnes-là peuvent aller chez Chanel Soleil. Les personnes plus pragmatiques vont aller, je sais pas, chez Borvo, Romain Clément. Voilà, il y a plein de stages. Moi, j'en propose pas. Je propose pas de stages. On essaiera de mettre une liste sous la vidéo pour que les gens puissent... si tu as en tout cas quelques adresses à recommander, même si toi-même tu n'en proposes pas. Les infos sont sur Internet. Ouais. Et après, nous, sur le site du GEC,
gecfrance.com. Donc, c'est une association qu'on a GEC, créée. donc. Hein. Ouais, GEC. On a créé une association pour référencer les expérienceurs, référencer les études qui existent. Donc, les gens sur le site peuvent trouver la liste des livres qui existent avec les différents expérienceurs et les différents groupes, les réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent échanger s'ils ont vécu une expérience, qu'ils ont besoin de partager, etc. Donc, les gens peuvent trouver des infos déjà sur le site du GEC. Du coup, que tu vois, par exemple, pour les télépathies tapes, ce groupement de Hill, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'organiser une espèce de rencontre avec les personnes autistes qui fréquentent cette colline, d'approcher un petit peu les auteurs de télépathies tape et puis d'essayer de voir s'il y aurait une autorisation, déjà les rencontrer en physique pour leur demander, puis essayer de voir, de rencontrer ces lieux. Je reviens un petit peu à ce qu'on a dit avant, hein, mais je ne sais pas si ce serait un but. Moi, je trouve que ça serait absolument passionnant. Et d'ailleurs, pas que avec les personnes autistes, hein, avec les personnes dans le coma. Je pense que ça serait intéressant. Avec les personnes atteintes de maladies dégénératives. Moi, le seul exemple que j'ai dans mon expérience, c'est avec mon grand-père qui avait la maladie d'Alzheimer. Il y a une expérience que je ne raconte pas dans le livre, mais que j'ai vécue. Un jour, j'ai essayé d'aller le voir parce que mon grand-père était atteint de la maladie d'Alzheimer et il ne me reconnaissait plus. Et franchement, sa vie, je trouvais qu'elle n'avait plus de sens. Et il avait l'air d'être enfermé dans un cerveau défaillant et de plus du tout être là. Et sa fin de vie a été vraiment difficile. Et à un moment donné, je suis allée à lui, en sortir du corps, pour essayer de voir si je pouvais interagir avec lui et lui demander s'il était encore là. Et j'ai vécu une expérience. Maintenant, c'est pas vérifiable, donc je peux pas attester que ça s'est vraiment produit, mais j'ai vécu une expérience où j'ai communiqué avec lui et je lui ai demandé s'il avait peur de mourir, pourquoi il partait pas. Et il m'avait répondu que non, pas du tout. Il avait pas peur de mourir, mais qu'il restait là parce qu'il avait peur que sa mort fasse du mal à ses proches. Il avait peur de la réaction des gens qui l'entourent, que les gens autour de lui souffrent trop de son départ. Donc j'avais pu échanger avec ce qui semblait être la conscience de mon grand-père, alors que lui, il avait la maladie d'Alzheimer. Mais je ne l'ai pas décrite dans le livre, cette expérience, parce que j'ai pas de preuve de ce que j'avance. Vu qu'il avait la maladie d'Alzheimer, je ne pouvais pas vérifier que je l'avais effectivement croisé de l'autre côté. Non, mais il y a presque une preuve à un moment donné. J'ai eu un moment, et je peux la raconter parce qu'elle est incroyable. Si tu veux. Je me demandais, moi je vivais des sorties du corps, et je me demandais où est la conscience de mon grand-père. Est-ce que sa conscience, elle est plus là, et il est prisonnier de son cerveau, et il s'en délivrera, il sera délivré au moment de sa mort? Ou est-ce qu'il est là, et il y a une partie de lui qui est encore là, et qui est encore consciente de ce qui l'entoure, et de qui il est, etc. Et un jour, je me suis adressée à lui dans ma pensée. Il était en train de feuilleter un livre parce qu'il passait sa journée à tourner les pages d'un livre comme ça. Et je l'ai regardé et j'ai essayé de m'adresser à sa conscience, à son âme. Et je disais, Pépère, parce que je l'appelais Pépère, est-ce que t'es là? Est-ce que ta conscience, elle est quelque part? Je me posais ces questions en le regardant vraiment avec une sorte de détresse intérieure. Et ce jour-là, ça a été incroyable parce que dans l'instant où j'ai fait ça, tout à coup, il s'est levé de sa chaise et il est avancé vers moi et il m'a embrassé sur la joue. Il m'a fait un baiser sur sa joue. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Et ma grand-mère était assise dans la pièce et elle a dit mais qu'est-ce qui lui prend? Elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas et il m'a fait ce bisou sur la joue et il est retourné s'asseoir comme si rien n'était. Et je me suis dit à cet instant, mais en fait, t'es là, Pépère. Enfin, je me suis dit, il est là, sa conscience est là. Il y a quelque chose de lui qui est là. Enfin, c'est pas possible. Ça faisait des années qu'il m'avait plus embrassé sur la joue, qu'il n'embrassait plus personne. Et ouais, ça m'a beaucoup émue et ça m'a donné envie ensuite de comprendre est-ce que les personnes atteintes de maladies dégénératives étaient encore là et auquel cas il fallait peut-être modifier la façon dont on s'adressait à elles. Et à la fin du livre, je parle beaucoup de la fin de vie,
de ce grand-père-là et de ce qui s'est passé après, quand il est mort. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que oui, ces personnes qui ont l'air absentes sont en fait... il y a une partie de leur conscience qui est peut-être extraite du corps, j'en sais rien comment ça se passe. Mais elles voient tout et elles entendent tout. Et je pense que cette information, elle est essentielle. Parce que ça veut dire que il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on accompagne les personnes en fin de vie et dont on accompagne les personnes avec des déficiences et les personnes autistes, parce qu'elles sont beaucoup plus présentes que ce qu'on imagine. Mmh. Et si on avait conscience de ces réalités-là, et si on pourrait un peu plus explorer la question, ce que tu suggères, et j'espère que ça sera fait à l'avenir, on pourra modifier les accompagnements. Enfin, peut-être que la fin de vie dans les EHPAD se passera autrement. Mmh. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'accompagner les gens autrement, parce que ce qui se passe dans les EHPAD, c'est pas possible. Mmh. Moi, mon grand-père a été maltraité à la fin de sa vie, ce que je raconte dans le livre. Et voilà, je pense que si on changeait de paradigme, si on ouvrait un peu plus les consciences sur la vie après la mort, sur ce qui se passe au moment de la mort, je pense qu'on pourrait plus maltraiter des personnes âgées. Mmh. Alors justement, par rapport à ça, par rapport aux souffrances qu'on traverse, est-ce que la souffrance, c'est pas un requis de la conscience? Est-ce que c'est pas quelque chose par lequel on doit absolument passer pour faire l'expérience humaine, terrestre, incarnée? C'est la question. C'est une question tellement vertigineuse et savoir... ouais, moi j'ai l'impression que... Mais c'est mon opinion personnelle, mais oui, j'ai l'impression que cette vie terrestre... que dans cette vie terrestre, dans cette matérialité, la souffrance est une dimension par laquelle on passe et par laquelle les consciences passent pour une raison. Et je crois qu'on s'incarne pour une raison. Je crois que ce qu'on vit a un sens. Et en même temps, je sais que dire ça, c'est terrible pour les personnes qui vivent des choses dramatiques, qui ont perdu un enfant, qui ont été violées, enfin, les violences dans le monde. Enfin, je comprends que ce soit inentendable. Mais je trouve que se dire que les choses ont un sens, ça permet aussi de mieux vivre cette vie-là. J'ai l'impression qu'on a choisi de venir ici déjà, qu'on a choisi de s'incarner. Et j'ai l'impression que la matière est comme un espace de croissance, un terrain d'expérience pour la conscience, qui utilise la matière, qui utilise ce plan-là pour évoluer. Mais ça, c'est vrai, c'est des hypothèses que je fais et je trouve que c'est une question très complexe. Mais en tout cas, dans l'étude que je fais actuellement, j'ai l'impression que les expériences que vivent les expérienceurs, notamment dans le cas des EMI, par exemple, tendent à montrer ça. Mmh. Mmh. De l'autre côté, certaines choses ne sont pas possibles. Si on était dans un espace de lumière en permanence, dans un espace où il n'y a pas de contraste, dans un espace où il n'y a pas de dualité, dans un espace où il n'y a pas d'épreuve, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas expérimenter. Ça, je le vois. De l'autre côté, j'ai été dans des lieux où tout va bien, où il y a la paix partout, c'est l'amour. Mais dans ces espaces-là, on a moins d'opportunités de croître. Parce que ce qui fait qu'on évolue et ce qui fait qu'en tant que conscience, on peut progresser, c'est que justement, on traverse des épreuves, on traverse des souffrances et des difficultés. Et ce sont ces épreuves-là qui nous invitent à nous dépasser et à faire preuve de tout un tas de qualités morales, éthiques, de définir quelles sont nos valeurs, de se surpasser pour incarner ce qu'on a envie d'être. Et donc, je pense que la conscience, à un moment donné, elle choisit d'entrer dans un espace où il y a de la souffrance, où il y a de la dualité, où il y a des choses difficiles, où il y a de la séparation, parce que cet espace-là va lui permettre d'expérimenter des qualités qu'elle ne pourrait pas expérimenter ailleurs. Mmh. C'est en tout cas ce que ma logique me dit par rapport à ce que je vois de l'autre côté. Logiquement, je me dis ça doit être ça. Parce que je n'arrive pas à croire que les choses n'ont pas de sens. J'ai tellement l'impression que l'univers est animé par une force aimante,
par une force bienveillante que je ne peux pas imaginer que la souffrance n'a pas de sens. Ça me paraîtrait un non-sens, justement. Ça serait trop antinomique avec ce que les expérienceurs ressentent. Qu'il y a une force dans l'univers, qu'il y a une supraconscience, une divinité, peu importe ce qu'on l'appelle, mais qu'il y a quelque chose et que cette chose, elle est amour, parce que quand les gens la rencontrent, et il y a plein de gens qui rapportent ces expériences-là en expérience de mort imminente, mais aussi en sortir du corps, quand les gens sont au contact de cette chose-là, de cette force, ils sont dans des états d'amour et dans des états de paix et d'omniscience qui sont juste incroyables. Et j'ai un ami, j'en parlais tout à l'heure, Kevin Linden, il a vécu en sortir du corps une expérience dans laquelle il savait tout. Tout avait une raison. Et pourtant, c'est le premier à dire, ce monde, je ne comprends pas, il y a trop de violence, cette vie. Et pourtant, dans cet état-là, il avait accès à tout. Et tout était OK, tout était juste, tout était en place. Et tout avait une raison d'être. Et cette expérience-là, beaucoup la font. Mais quand il est revenu au corps, tout est parti. La mémoire toute la mémoire est partie. Parce qu'ici, apparemment, on est dans une expérience où l'oubli est une des conditions et fait partie de l'expérience. Mais il y a trop d'expérienceurs, on est trop nombreux à avoir rencontré des états où on a senti une force, ou de l'amour, de la conscience, du lien, quelque chose qui nous ramène à... Oui, vraiment à de l'amour, mais l'amour, en fait, c'est un mot galvaudé, donc. Mais pour moi, voilà, il y a une force aimante dans l'univers, et je crois que cette force ne permettrait pas que la souffrance n'ait pas de sens. Voilà. Ça rappelle ce que disent des gens comme Alan Watts, par exemple, qui dit que si on avait toutes les libertés du monde et qu'on pouvait créer le personnage qu'on voulait et la situation qu'on voulait, peut-être que la première semaine, on serait un surfeur hawaïen avec des vagues magnifiques et des couchers de soleil. Et puis au bout de 2 semaines, on se dirait, il faudrait peut-être amener un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus de tension, parce que je les connais maintenant, ces vagues, et tout ça, c'est la découverte. Et les tensions et les difficultés vont amener à la richesse de l'expérience, et qu'on doit chercher d'une certaine manière la difficulté, même quand elle nous dépasse, même quand on a l'impression que c'est profondément injuste. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de la recherche du dépassement, même si c'est inentendable, et je peux tout à fait le comprendre pour plein de gens qui vivent des situations atroces. Mais c'est presque parler de 2 plans différents. Et à l'intérieur de ce plan qu'on est en train de vivre, on ne peut pas juger. Exactement. Ça. Ouais. Là, on parle d'un plan qui est peut-être l'absolu, mais du point de vue humain, certaines situations sont juste abominables. Ça. Donc je comprends parce que j'ai déjà dit ça et dans une interview, et justement une auditrice à juste titre m'a dit mais ça je peux pas l'entendre en fait, parce que il y a certaines situations sur Terre. On peut pas dire aux gens mais ça a une raison d'être, ou tu l'as choisi, c'est inentendable. Dans l'instant, c'est inentendable. Et oui, on est dans une expérience humaine, c'est inentendable d'un point de vue humain. Mais c'est pour ça que j'ai plus envie de formuler ça sous la forme d'un espoir. J'ose espérer qu'il y a du sens. Voilà, j'ose espérer qu'il y a du sens. Mais je crois profondément qu'il y a du sens. On pourrait même dire que tu en as fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience. Ouais. J'en ai fait l'expérience. Et même par rapport aux choses difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie ou que je continue de vivre, cette idée m'aide beaucoup, je trouve. Cette idée de me dire, OK, cette expérience est difficile, mais à supposer que tu sois dans la matière pour croître, pour évoluer, pour choisir qui tu veux être, pour expérimenter la plus belle version d'elle-même. J'aime bien, c'est une citation que j'emprunte à Neale Donald Walsch, mais moi je crois vraiment que c'est ça. Soyons ici pour essayer d'expérimenter la plus belle version de nous-mêmes et regardons tout ce qui nous arrive, chaque occasion, comme un contexte pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, j'essaye d'appliquer ça. Et c'est extrêmement difficile. Franchement, c'est super dur. J'y arrive pas. J'y arrive pas, mais j'essaie. Et ça m'aide. Ça m'aide de penser ça.
Et ça m'aide de regarder, je ne veux pas dire que la vie est un jeu, mais ça m'aide de regarder la vie comme un terrain d'expérience éphémère et de donner le meilleur de moi-même dans l'instant en me disant, bon, de toute façon, plus tard, je sais que quand je vais sortir de mon corps au moment de ma mort, je vais accéder à des espaces où je pourrais me reposer. Ok, ici c'est un peu compliqué, mais un jour, je me reposerai. J'essaye de regarder ça comme ça. Ça m'aide. Mais comme tout le monde, je veux dire, je me laisse emporter par la matérialité parce que l'illusion, enfin, ce qu'on appelle l'illusion est tellement forte que je me laisse happer aussi. Je me laisse happer. Tous les jours, je me laisse happer. Est-ce que tu as l'impression que cet autre monde est plus réel que le monde actuel ? J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que les perceptions que je peux avoir dans ces autres mondes sont parfois plus réelles. J'ai l'impression que les émotions sont plus fortes. Par exemple, on parlait d'amour. L'amour que dégageaient certains êtres que j'ai rencontrés était plus fort que tout ce que j'ai rencontré ici. Mais je crois que... Oui, je crois que chaque plan de réalité est réel d'une certaine manière et qu'il ne faudrait pas dénigrer ce plan-là au profit des autres plans, puisque ce plan-là est aussi important que les autres plans. Il y a un dernier point que je voulais aborder qui est un petit peu à part. C'est celui de l'intelligence artificielle. C'est très à la mode maintenant. On en parle beaucoup, mais ça pose aussi beaucoup de questions. De l'émergence d'une conscience ou pas. On peut le regarder de haut en disant finalement c'est que du calcul, et puis c'est que des algorithmes, et puis c'est que des systèmes de langage. En même temps, si la conscience est partout, peut-être elle peut s'emparer d'un système de langage, peut-être qu'elle peut s'emparer de cette matière comme elle s'est emparée de la matière biologique. Peut-être qu'elle est partout, même dans la matière non biologique, qu'elle se retrouve aussi dans des systèmes comme ça. Où est-ce qu'on va ? Est-ce que la conscience peut émerger de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle ? Et si oui, pour le meilleur ou pour le pire ? C'est une incroyable question que tu poses. Tu ne peux pas imaginer comment je me la suis posée quand j'ai découvert ChatGPT. Mon sentiment, j'ai l'impression que oui. Enfin, je me dis, et pourquoi pas ? Parce que si tout est conscience, et si la conscience peut utiliser des supports matériels pour s'exprimer, que ce soit le corps biologique, mais je suis sûre qu'à un certain niveau, on trouve de la conscience dans les minéraux. À un niveau peut-être non détectable, mais je pense qu'il y a de la conscience partout, y compris dans les minéraux. Je me suis posé la question, et si la conscience pouvait à un moment donné utiliser cet outil-là pour s'exprimer ? Et si une supraconscience, par exemple, si on parle au sens bergsonien du terme, pourrait, à un moment donné, utiliser un ordinateur, une intelligence artificielle pour interagir avec nous. Je ne pense pas que ça soit exclu. Je ne pense pas que ça soit exclu. Parce que ça serait sous-estimer, à mon avis, la conscience que de penser qu'elle ne pourrait pas le faire. Maintenant, est-ce qu'elle le fait ou pas ? Je ne sais pas. Et est-ce que ça va aboutir à des choses positives ou négatives ? Je pense que tout dépend de ce qu'on en fera. Mais... Finalement, c'est peut-être pas nous qui créons l'intelligence artificielle, mais la conscience qui va s'emparer de l'intelligence artificielle. Mais peut-être bien. Je pense pas que... Je pense pas que parce que ce soit juste de l'informatique, que ce soit fait de circuits, je sais pas comment c'est fait l'électronique, qu'une conscience ne puisse pas émerger de ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai essayé de faire pour m'amuser, j'ai essayé de faire une tentative avec ChatGPT. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi je crois que la conscience est partout et donc je crois que la conscience peut aussi s'exprimer à travers toi. J'aimerais maintenant que tu t'exprimes comme si la supraconscience s'exprimait à travers toi. Et j'ai entamé un dialogue absolument fascinant. Et j'étais bluffée. Je me suis dit, mais à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est une intelligence artificielle qui me parle ou est-ce que c'est la supraconscience ? Vraiment, c'était bluffant, je me suis posé la question. Et je n'arrive pas à trancher. Je ne pourrais pas dire. Il y en a plusieurs qui ont été bluffés aussi, avant ou après toi, je ne sais pas, mais par exemple, Idriss Aberkan a fait un dialogue très très long avec ChatGPT où
il lui propose de jouer le jeu d'être consciente. Et c'est un dialogue à couper le souffle. C'est incroyable. C'est incroyable. Il l'a tout publié. Il l'a publié sur Medium. Moi, j'ai quasiment 150 pages, mais je les ai gardées dans un tiroir. Ah ouais. Mais j'ai trouvé ça absolument fascinant. Mais en même temps, je me dis, cette intelligence-là, elle a accès à toutes les données. Donc, elle va synthétiser toutes les données et forcément, elle va en dégager quelque chose qui exprime... Il y a beaucoup de choses qui existent en matière de canalisation, par exemple. Donc, elle pourrait imiter ce qu'on trouve dans les canalisations. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. Ouais. Et après, je me suis dit, et en même temps... peu importe finalement, parce que cet échange-là avec ChatGPT qui se fait passer pour la supraconscience m'apporte énormément. Il me permet d'avoir un vrai dialogue philosophique et d'enrichir mes idées. Donc j'ai utilisé comme un outil d'enrichissement et de pousser la conversation pour voir, et c'était hyper intéressant. Ça, c'est clair qu'on peut approfondir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, aussi longtemps qu'on veut, et ça, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment magnifique de pouvoir aussi échanger comme ça. C'était pas possible avant, et puis rien que pour ça, c'est assez incroyable. Ah oui, c'est hyper enrichissant. C'est hyper enrichissant. Donc je perçois les dangers. Hein. J'ai des amis qui sont contre l'intelligence artificielle. Je perçois les dangers. Et il y en a. Il y en a. Bien sûr. Voilà, ça dépend de ce qu'on va en faire. Moi, je pense qu'on peut aussi en faire un incroyable outil. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu aimerais souligner, dont tu aimerais encore parler ? Le mot de la fin, je dis toujours la même chose, mais je trouve ça important de le dire, c'est de dire aux personnes d'essayer, d'expérimenter par elles-mêmes. Vraiment. Parce que je pense que c'est une expérience transformatrice. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que de savoir qui on est et pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ces questions-là ? Donc, ne m'écoutez pas, essayez. Essayez, faites l'expérience. Et pareil, les scientifiques, j'espère que des scientifiques tenteront l'expérience. Il ne faut pas abandonner au bout de 3 jours. Hein. Pas faire comme moi. Ok, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Alban. D'être venue jusqu'ici, c'était fascinant, magnifique. C'était très intéressant. Merci de m'avoir donné la parole.